tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un thème qui me tient à cœur, optimiser la relation client. On en est à cette troisième saison des ateliers de la transformation et je pense que j'ai dû parler à peu près 214 fois du client au cœur du process. Alors Julien, à ma gauche, que vous connaissez, Julien Catanès, expert comptable, disait c'est vrai. Donc, je suis magnifiquement accompagnée par Julien qui va nous faire un petit peu l'animateur, comme d'habitude, vous en avez l'habitude de ce parcours de la transformation, et de Geoffrey Laurando, qui est très, très, très grand. Je ne savais pas que tu étais aussi grand. Expert comptable. Donc, en fait, là, vous avez 3 experts comptables devant vous pour vous parler de la relation client, de l'onboarding, de l'optimisation de la relation client. Je dis souvent, nous avons quelque chose de très important à transformer dans nos cabinets, c'est de remettre le client au cœur du process. Alors, je sais très bien que c'est toujours compliqué et que ça a l'air d'être bateau. Voilà, ça a l'air d'être bateau, mais moi, j'ai cette difficulté dans mon cabinet où mes collaborateurs sont plus préoccupés par l'échéance de TVA que par la satisfaction client. Je le fais comme ça en introduction de manière courte et peut-être un peu caricaturale, mais vous avez la pression tous les deux. Dans 1 heure et demie, j'adorerais avoir des solutions. Messieurs, s'il vous plaît, à cette problématique. Donc, on est tous les trois, on aborde ce thème-là. La dernière fois, nous vous avons fait part de nos trucs et astuces pour préparer une période fiscale sereine. Vous avez évidemment le replay à disposition sur la chaîne YouTube de l'Ordre. Bien évidemment, vous aurez à disposition les slides. Donc, vous avez les replays, vous avez les slides. Et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions et nous y répondons au fil de l'eau. Je te laisse la parole, Julien, pour nous faire un petit résumé. Merci beaucoup Virginie. Alors effectivement, un petit rappel de ce qu'on a fait, puisqu'on est sur la 3e saison des ateliers de la transformation. Il y en a donc déjà eu 2, très logiquement. Le principe, c'est toujours le même, des ateliers qui sont gratuits, à la fois en présentiel et à la fois en ligne. Vous êtes nombreux aujourd'hui à vous être connectés pour nous écouter à distance. Ensuite, le contenu, effectivement, est mis à disposition sur la chaîne YouTube de l'Ordre. Vous retrouvez ce rendez-vous tous les mois et on aborde tous les mois des thématiques liées à la transformation des cabinets. Donc aujourd'hui, relations clients. On a abordé des sujets plus RH, plus production, plus stratégiques. On essaie de balayer toutes les thématiques qui peuvent vous aider concrètement à transformer votre cabinet. Ce qu'il faut que je dise aussi, c'est qu'il y a un livre blanc, en plus des replays, qui a été publié par l'Ordre de Paris et qui contient une sorte de récap, de résumé, de conseils pratiques pour la transformation des cabinets et que vous pouvez télécharger gratuitement à l'adresse qui est mentionnée ici. Donc, En fait, ce livre blanc, c'est sur le full service. oui. Et pour tous ceux qui se demandent ou qui se disent, bon, c'est bien beau, ça fait des années qu'on entend parler du full service, qu'est-ce que c'est concrètement? Vous avez concrètement parlant ces missions qui dérivent du full service, qui sont des missions administratives au service des clients avec des modèles des exemples de l'aide de mission. Donc, je vous incite fortement à aller télécharger ce livre blanc qui est passionnant lorsqu'on veut transformer son cabinet. Qui se veut effectivement très très pratique. Donc on découpe les missions de façon très concrète pour vous aider à les mettre en place au sein du cabinet. Voilà un petit peu la récap de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc la thématique de l'atelier de ce matin, c'est bien la relation client. Comme tu disais Virginie, c'est une thématique qu'on a un petit peu saupoudrée sur beaucoup d'ateliers avec différents axes. On abordait des aspects outils, on a abordé des aspects relations clients. Aujourd'hui, on va essayer de regrouper tout ça autour de 4 axes. Le premier, anticiper la relation client et travailler son processus d'accueil. Ensuite, définir un cadre de travail entre l'expert comptable et ses clients. Troisième point, repenser la place de l'expert comptable dans la relation client. Et quatrième et dernier item, quelques outils et un plan d'action pour vous. Donc, comme les ateliers précédents, ça se veut pratique. On va démarrer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit ici sur place ou en direct. On essaiera de les prendre dans la mesure du possible au fur et à mesure pour alimenter le débat. Donc, n'hésitez pas à les poser dès que vous avez ces questions-là. Et le support et le replay de cet atelier seront aussi, bien sûr, disponibles. Avant de commencer, on va peut-être commenter un sondage qui a été posté sur les réseaux sociaux. Votre process d'onboarding client est-il prêt? Alors, il faut que j'apporte une petite précision sur la question, sur le process d'onboarding client.
on va aussi voir les résultats. Qu'est-ce qu'on entend par onboarding client? On peut peut-être commencer par ça, peut-être pour expliciter cette expression, cet anglicisme. Geoffrey, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci Julien. Et puis, merci de votre accueil, hein. C'est toujours un plaisir de parler de ça. Alors oui, on s'est un peu fait bâcher sur les réseaux en parlant d'onboarding client, puisque c'est vrai que c'est encore un terme anglais. Et puis, dès qu'on parle marketing, on parle de termes anglais. Mais l'onboarding client, en fait, vraiment, ça va être le processus d'accueil du client dans son cabinet. Quelles sont les différentes tâches qu'on va devoir réaliser pour que lorsqu'on signe un nouveau client, lorsqu'un nouveau client arrive dans le cabinet, il soit bien accueilli, on fasse tout ce qu'on doit faire. On le crée dans le logiciel de production, on fait la lab, on récupère sa pièce d'identité, on crée dans la GED, on crée sa première facture. Bref, les 10 ou 15 tâches qu'on va devoir faire systématiquement quand on a un nouveau client qui rentre. Et donc, c'est ça qu'on entend par onboarding. Super, merci beaucoup. Donc, les résultats du sondage, c'est qu'on a 64% des personnes qui ont répondu qui n'ont pas formalisé de process spécifique pour l'accueil de leurs clients. Et ce qu'on peut en déduire, c'est qu'ils les prennent un petit peu comme ils viennent, sans se poser de questions particulières. Est-ce que là-dessus, vous avez une première réaction, Virginie ou Geoffrey, est-ce que vous êtes surpris par ces chiffres-là? Alors, je vais commencer, hein, désolé Virginie, mais surpris pas du tout parce que moi-même dans mon cabinet, ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a formalisé. Et pourquoi on l'a formalisé? Tout simplement parce qu'en fait, c'est une perte de temps de ne pas le faire. C'est une perte de temps parce que ça veut dire que l'expert comptable ou la personne en charge du dossier doit tout avoir dans sa tête. Il doit connaître les 10 ou 15 étapes à réaliser systématiquement. Et en fait, quand on en a autant dans la tête, si vous avez un client qui rentre tous les 6 mois, c'est pas grave. Si vous en avez un qui rentre par semaine, on oublie des choses. Et en fait, quand on veut arrêter d'oublier des choses, on le formalise, on le met par écrit et ça facilite la tâche pour tout le monde. Donc, si je comprends bien, ouais, c'est la technologie qui nous a forcé un petit peu à faire ce process d'onboarding client, parce que lorsqu'on propose des outils aux clients, là, on n'a pas le choix. Alors là, tu as parlé du régalien, la lab, les bénéficiaires effectifs, la pièce d'identité, etc. Alors, en plus du régalien, bien évidemment, il y a la relation réelle avec le client via une plateforme, via un outil. Et parfois, voire souvent, si on ne forme pas le client. En fait, là, on se retrouve dans une catastrophe intersidérale. Et donc, on rigole un peu. Alors, pour tous ceux qui veulent suivre l'atelier sur le guichet unique demain matin, on vous expliquera la catastrophe intersidérale. Donc ça, c'est pour demain. Je fais un peu de teasing. Donc demain, on parle du guichet unique. Mais c'est vrai que je pense depuis 30, 40, 50 ans, comme on propose aux clients, nous, tous ces experts comptables, la même chose, le fameux triptyque saisie TVA, liasse fiscale. Oui, on peut demander la pièce d'identité, oui, on peut demander le bénéficiaire effectif, mais ça pouvait se limiter qu'à ça, l'onboarding client, jusqu'à aujourd'hui. Mais dans nos métiers qui sont en train de se transformer, on est bien évidemment obligé de faire différemment et de se poser la question. Là, on est dans l'onboarding, mais se poser la question, quels sont les clients qu'on accepte ou pas? Et je crois que c'est le slide d'après. Oui, exactement. C'est une transition parfaite, puisqu'on va démarrer avec la relation client. Pourquoi c'est important? Et c'est ce que tu disais, cette question de définir le client idéal, de choisir son client. Ça peut paraître un peu paradoxal peut-être pour certains de se dire: «Pourquoi est-ce que je devrais travailler sur, définir mon client idéal? Est-ce que finalement on ne prend pas les clients, c'est pas eux qui choisissent au final?» Et effectivement, définir son client idéal, finalement, c'est pas moi qui l'ai mis en avant en premier, hein, c'est tous les auteurs qui écrivent depuis le début des années 2010. On va trouver Darren Root, on va trouver Michael Gerber. Et en fait, définir son client idéal, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous conscients en tant qu'expert comptable, il y a plus de clients que d'experts comptables et on va pas dire en position de force, mais en tout cas, on peut se permettre d'être un peu sélectif. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui seront très bons pour s'occuper des pharmaciens, d'autres pour des médecins, d'autres pour des startups. Et l'idée, en fait, ça va être déjà de savoir, vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre pratique quotidienne? Quels sont les clients qui vous amusent? Quels sont là où vous avez peut-être, j'utilise le mot spécialité, même si c'est très cadré aujourd'hui, mais en tout cas le plus de connaissances. Et en fait, quand on commence par cibler son client idéal, déjà, ça va permettre de pouvoir créer des processus au sein du cabinet pour être plus efficace, pour être plus performant et pour apporter un maximum de valeur aux clients. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche finalement, c'est servir nos clients, c'est leur donner la plus grande valeur possible. Et c'est vrai que quand on traite tout type de dossiers différents, apporter beaucoup de valeur, c'est faisable, mais c'est très difficile. Alors que quand on est spécialisé dans un domaine d'activité, dans une typologie de clientèle, finalement, ça va être beaucoup plus simple au quotidien.
Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'en buyer persona, avant qu'on ait des commentaires, pour l'instant j'en ai pas, mais avant qu'on ait des commentaires pour nous demander ce que c'est, ce qui serait justifié, est-ce que tu peux nous expliquer cette notion et en quoi ça sert le propos que tu viens de tenir? Alors, je voulais juste revenir, parce que là, tu parles de la spécialisation. À l'ordre des experts comptables, on ne prône rien du tout. Ni la spécialisation, ni le côté généraliste. Moi j'ai un cabinet généraliste. Hein. En revanche, on suggère qu'il peut être intéressant de s'interroger sur le client avec lequel on a envie de travailler. On a souvent, nous, l'ADN, hein, ce que j'ai cru comprendre, nous, experts comptables, un ADN d'officier ministériel. Il semblerait qu'on ressemble beaucoup aux notaires et qu'on, parfois, avec un côté peut-être un peu Mère Teresa, on accepte tous les clients. Et en plus, on les garde quand ils nous payent pas, quand ils nous rapportent pas les pièces, quand ils nous maltraitent. En fait, après, on se retrouve dans une relation déséquilibrée avec les clients. Donc là, en tant que présidente de l'ordre, je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce genre de relation. Et ça, c'est assez bateau et assez... oui, c'est assez bateau, mais c'est loin d'être évident dans la tête des experts comptables, parce que souvent, on est là, corvéable à merci pour nos clients, et puis après, ça fait beaucoup de frustration. Donc, il faut vraiment remettre le client à la bonne place, et je crois que, oui, c'était le slide d'avant, en fait. Quelle est la relation entre l'expert comptable et le client? Pas d'approche de service public, mais rester dans une relation d'affaires, en fait. Rester dans une relation d'affaires à l'écoute de son client, donc c'est un équilibre peut-être un peu compliqué, hein, et sans commencer à avoir un sentiment de frustration. Je le dis souvent, lorsqu'il y a une nouvelle taxe, lorsqu'il y a une nouvelle obligation administrative fiscale, rien ne vous empêche de la facturer. On n'est pas au service de l'administration fiscale. On n'est pas obligé, dès qu'il y a un nouveau truc, de le faire gratuitement. L'année dernière, à peu près à la même époque, j'animais ici les aides énergie. Et bon, pour ceux qui ont la chance de venir, hein, vous savez, avant, il y a un petit café, des chouquettes, je vous le dis à chaque fois. Et un expert comptable me dit, moi, j'ai fait les aides énergie pour tous les clients, et était super méga fier. Moi, j'étais super fière qu'un expert comptable soit aussi investi dans son cabinet et surtout au service des clients. Et je lui réponds, mais vraiment comme ça, du tac au tac, mais vous l'avez facturé au moins? Ah ben non. C'est ça, en fait, la relation client. C'est cet équilibre-là. Oh, ah. Alors, en fait, non, c'est juste qu'on vous entend. Non, c'est pas ça, c'est qu'on vous entend. Il faut parler dans le micro pour qu'on vous entende. En fait, pour que vous êtes bien plus nombreux à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça se voit pas beaucoup. Donc, si vous ne parlez pas dans le micro, on n'entendra pas la question. Vas-y. Alors, deux choses sur la relation client. Vous avez tout à fait raison. Il y a certains clients, mais c'est la conjoncture qui fait ça. Il y a un stress important, et lorsqu'on accepte ce stress et qu'on ne fait pas attention, ça fait souffrir. Ça nous fait souffrir parfois, nous et surtout nos collaborateurs, quand ils sont confrontés à des clients exigeants. Alors, sur la partie administrative, c'est vrai que c'est bien de facturer le client, on essaye, mais c'est surtout l'administration qu'il faudrait facturer pour toutes les taxes, toutes les méthodologies qui nous imposent, parfois sans relais, parfois sans réponse. Là, par exemple, le 24, le site des impôts ne marchait plus. Ça fait un stress pour nos collaborateurs. Ils ne peuvent pas envoyer les déclarations de TVA. Il y aura des pénalités, et c'est assez... En fin de compte, c'était juste une plaisanterie. C'est vrai qu'il ne faut pas accepter de faire des travaux pour nos clients de façon, sans facturation. Mais on a quand même un très, très gros stress sur les obligations administratives, sur les nouvelles taxes, sur ce qui nous impose des taxes énergie. Et le client, comme on est leur seul relais, c'est pas simple d'imposer une facturation sur des choses nouvelles. Alors, c'est évidemment pas simple. Et c'est pour ça que ça fait des années, ça fait au moins 3 ans qu'on le répète, parce qu'en fait, c'est un changement d'ADN.
Quand je pense que vous prenez l'avion, cher confrère, on ne le dira pas, vous allez rester anonyme, hein, parce qu'avec la durabilité, enfin bref, je voulais faire un parallèle avec l'avion hier et aujourd'hui. Il y a 8-10 ans, on prenait l'avion, on avait un billet. Aujourd'hui, vous prenez l'avion, on vous facture le siège, la boisson, le bagage, enfin, vous voyez. Et aujourd'hui, on est dans cette réalité-là de tout service proposé à un coût supplémentaire. Je vois pas pourquoi on le ferait pas dans nos cabinets. Alors que, vous voyez, on peut faire, avec l'avion, on peut rapidement faire le parallèle avec notre mission au forfait. Hier, une place d'avion, tout était compris. Aujourd'hui, on se demande si on ne doit pas prendre un ticket de carburant, en gros, hein, je la fais courte. Donc, je pense que c'est cette transformation-là c'est pour ça qu'on est dans les parcours de la transformation et qu'on parle du client dans la transformation, parce que c'est une nouvelle vision de la relation client, mais je vais me taire parce qu'après, ils vont me gronder, on va être trop en retard. Non, j'allais dire après, ça peut être un choix, il ne faut pas que ça soit subi, quoi. Ça peut être un choix d'apporter un service différent avec un modèle différent. Pourquoi je dis ça? Parce que l'expert comptable que tu citais sur les aides d'énergie est là. Ah, il est là. Voilà. Et alors Non, il te remercie pour l'échange. Non, pour l'échange de la dernière fois. Mais oui, parce que non, mais je dis, ça peut être un modèle. Enfin voilà, ça peut Oui. aussi être un modèle. On peut se dire, mais moi j'ai une prestation en inclusive parce que ça existe aussi dans le Exactement. domaine du tourisme. Vous pouvez avec avoir un trois positionnement, voilà. catégories de prix, un freemium bidule, un all inclusive, etc., Voilà, etc. voilà. Ça peut être, aussi, c'est une réflexion faut pas que ça soit anonyme. subi, Moi, c'est ce que je veux dire. je milite pour rien du tout. C'est pas moi moi, je suis une caricature de la profession libérale. Chacun fait comme il veut. En revanche, là, c'est parfois des zones de frustration pour le professionnel et l'expert comptable qui se sent parfois un peu maltraité par l'administration fiscale. Là, il y a un grand plan de simplification. Et vous savez qu'à chaque plan de simplification, le résultat est rarement attendu. On va voir ce que ça va donner, mais on aura peut-être 2-3 trucs à faire en plus. Et ben, si on allait faire, parlons-en aux clients. Donc, l'expert comptable en question qui précise qu'il facture des prestations complémentaires. Lui, c'était la notion d'aide qui lui posait problème de facturer une aide, mais qu'il n'y avait pas de souci pour facturer d'autres prestations complémentaires. Eh bien, super. Voilà. Merci pour ce retour. Donc, effectivement, Geoffrey, je reviens sur on va détailler ces trois piliers. On va voir sur la slide d'après comment on définit sa cible. On peut peut-être passer à la deuxième grand pilier, communiquer efficacement. Pourquoi communiquer sur sa valeur ajoutée? Alors, c'est communiquer sur sa valeur ajoutée. Et en fait, du coup, ça découle vraiment du premier. Une fois qu'on a identifié la personne avec qui on a envie de travailler, ça devient plus facile de pouvoir lui parler sur les réseaux sociaux, de lui parler en direct, d'aller le rencontrer, parce qu'on sait à qui on va parler. Et c'est souvent ce qu'on dit. Enfin, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais en tout cas, c'est que si on communique auprès de tout le monde, on communique finalement auprès de personne. Alors que dès qu'on va commencer vraiment à cibler une typologie de clients, les startups, les boulangers, les pharmaciens, ce que vous voulez, et finalement, ça va être beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, quel est le besoin client et comment nous, on va pouvoir y répondre. Et c'est ça, finalement, qui va découler du ciblage. Et c'est là où c'est intéressant de bien comprendre qui on va servir en premier. D'accord. Donc, en fait, tout ça, c'est bien un ordre chronologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le 2 et 3 si on n'a pas commencé par le 1 et qu'on a défini sa cible. Moins efficacement. Ouais. Si tu es hyper intuitif, tu peux y arriver. Mais sinon, il vaut mieux toujours commencer par définir avec qui tu as envie de travailler. Et troisième aspect, formaliser le processus d'accueil client. On en a parlé dans l'introduction quand on a défini le sondage. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou vas-y si tu veux. Alors, la seule chose que je pourrais rajouter finalement dans la formalisation, c'est au-delà du fait de ne pas oublier une tâche. Effectivement, on en parlait, il y a beaucoup de choses, il y a les processus métiers, mais on peut en fait déjà apporter de la valeur ajoutée lors du processus d'accueil client. Pourquoi? Parce que si l'expert comptable prend, ou son directeur ou son chef de mission ou qui veut, prend 1 heure ou 1 heure et demie pour discuter avec le client de toute sa stratégie, de toutes ses problématiques, c'est quasiment sûr qu'il va trouver au moins un point sur lequel il va pouvoir le conseiller. Et alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, systématiquement, quand j'ai un client qui arrive chez moi, il va me demander la même chose. Ah oui, mon expert comptable, avant, il ne me donnait pas de conseils. Évidemment, mais pourquoi on ne lui donne pas de conseils? Soit parce qu'effectivement, on n'a pas forcément le budget temps pour le faire correctement, soit parce qu'on n'a pas forcément pris le temps de le découvrir. Et l'accueil client, ça va être le moment justement où on va pouvoir comprendre ce qu'il fait et savoir comment nous, on va pouvoir l'accompagner. Et le point qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'en le formalisant, on rend ce processus délégable à d'autres personnes. Et ça, je pense que c'est essentiel dans un cabinet de pouvoir déléguer toutes les tâches qui ne sont pas forcément dévolues à l'expert comptable à d'autres personnes. Là-dessus, je renvoie les personnes qui nous écoutent au principe de subsidiarité qu'on avait évoqué avec Philippe Barré, qui était de dire si quelqu'un
de prendre que les tâches sur lesquelles on est le plus compétent pour les faire et les autres, les déléguer dans la mesure du possible. C'est intéressant le dernier point parce qu'on a tendance à se dire, en fait, ma relation client, elle commence une fois que le client est là, installé. Alors, tu nous expliques que la relation de conseil et d'accompagnement, elle démarre dès l'accueil, dès les premiers instants avec ce client. Oui, c'est ça. Nous, dans le cabinet, en fait, on a un processus d'accueil depuis un an maintenant, donc c'est vraiment très récent. Mais dès qu'on a un client qui rentre, on va passer entre 1h15 et 1h30 pour détailler tout son fonctionnement de A à Z. À qui est-ce qu'il vend, qu'est-ce qu'il vend, quelle est sa stratégie de prix, sa stratégie de communication, comment est-ce qu'il est organisé, comment est-ce qu'il est organisé dans son patrimoine personnel. Et en fait, systématiquement, on se rend compte que soit il y a des choses qu'il ne fait pas forcément correctement, et du coup, on va pouvoir l'orienter tout de suite et cadrer immédiatement les bonnes pratiques qu'il va pouvoir mettre en place, soit on va avoir des conseils parce que peut-être qu'il n'a pas mis de CRM en place et nous, on sait le faire, donc on va pouvoir lui dire gagne du temps là-dessus. On va pouvoir vraiment l'orienter sur pas mal de choses. Et en fait, dès ce premier rendez-vous, on va lui apporter de la valeur et en fait, on va créer ce qu'on appelle une très bonne expérience client. Super, c'est très clair. Je te propose de... Je suis désolé, je suis un petit peu malade ce matin, donc je risque de... Alors moi, j'avais envie de répondre à Frédéric, là, qui nous dit, après, les clients pensent qu'ils ne sont qu'un porte-monnaie. Quand on facture trop, moi, je suis vraiment super d'accord, Frédéric. Si on fait un cadeau, on peut le dire qu'on le fait. Et je l'ai fait souvent dans mon cabinet pendant le Covid, les aides Covid. Donc, on peut, sur sa facture, marquer aide énergie avec geste commercial. En plus, on le met en moins. Et comme ça, on prouve sa solidarité dans le processus. Et peut-être que Frédéric, vous l'avez fait, et j'en sais rien. Et si vous l'avez fait, c'est tip top. Et si vous l'avez pas fait, c'est pas grave du tout. Hein. En tout cas, on vous invite à venir peut-être en présentiel la prochaine fois, Frédéric, parce que ça sera intéressant Frédéric de le discuter. fait systématiquement, voilà. bravo. Voilà, merci beaucoup. Je vous propose de démarrer avec le premier, donc la définition de la cible. Est-ce qu'on peut rentrer vraiment dans le dur de concrètement, comment est-ce que je fais pour définir les clients que je veux servir? Alors concrètement, il suffit de lire le slide et c'est quand même assez bien fait, je trouve. Alors, je ne dis pas parce que c'est moi qui l'ai rédigé, mais non, globalement, effectivement, le principe, ça va être de faire un petit peu un état des lieux. Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? À qui est-ce qu'on le propose? Dans quel secteur d'activité? En fait, déjà, cartographier un petit peu qu'est-ce qu'on fait et surtout, en fait, pour chaque point, chaque mission qu'on va faire, quelle est... je suis désolé, je peux utiliser des anglicismes ou pas? Deux Alors, en 1h30. 2 en 1h30, mais si c'est 2 côte à côte, ça compte pas, ça compte pour un. Parce qu'en fait, il y a un anglicisme que j'aime bien qui s'appelle le sweet spot, mais j'ai pas de traduction, mais en fait, notre point de génie, là où on est le plus compétent finalement, ça va être de trouver en fait sur les compétences, sur les secteurs d'activité, là où on est les meilleurs. Et en fait, finalement, c'est sur ces secteurs-là qui va être le plus intéressant pour nous d'aller, puisque on est bon, on aime le faire. Alors à ce moment-là, pourquoi ne pas le faire savoir à d'autres personnes et pourquoi ne pas le mettre au centre de notre stratégie? Alors moi, j'aimerais savoir, dans un cabinet de 5 collabs, on fait comment? On est 6, je ne peux pas répondre. Ah, vous êtes 6? Ok. Non, je plaisante. Dans un cabinet de 5 collabs, on fait comment? On est parti, nous, d'un tableur Excel. On a défini exactement pour chaque client et exactement ce qui a marqué. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Est-ce qu'on fait du social? Est-ce qu'on fait de la TVA? Est-ce qu'on fait un tableau de bord, etc. Quel secteur d'activité? On les a aussi triés par chiffre d'affaires pour savoir à peu près est-ce qu'on a des chiffres de 0 à 300 000, de 300 à 1 million, enfin ce genre de choses. Et ensuite, après, j'ai demandé à moi-même déjà et à mon équipe qu'est-ce qu'ils aimaient bien faire. Et en fait, déjà, juste comme ça permet de savoir, il y en a qui n'aiment pas faire du social, il y en a qui n'aiment pas forcément trop parler avec les clients. Et ensuite, en fait, ça nous a permis de savoir qui est-ce qu'on aimait bien accompagner. Et une fois finalement qu'on a défini ces types de personnes, ces grandes catégories, on a été interrogé 6 clients qui sont représentatifs de notre clientèle cible. Et à ces 6 clients, on a passé 45 minutes avec chacun d'entre eux pour les comprendre. Qui, eux? Alors, c'était moi et mon chargé de mission préféré, mon frère. D'accord. Donc, moi, j'ai droit à tous les anglicismes, hein, parce que c'est chez la présidente, ok. Donc, c'est le top management, en fait. En fait, mes questions, c'est, parce que là, tout à l'heure, tu as dit ça se délègue, etc. J'ai pas l'impression que ça se délègue beaucoup et que ces discussions-là avec les clients pourraient peut-être se déléguer demain ou après-demain, parce que il y a la transformation de nos collaborateurs. Et là, quand tu dis qui aime parler aux clients, s'ils te répondent tous, nous, on préfère ne pas parler aux clients. On est content de faire nos TVA et nos liasses fiscales, et parler aux clients, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que toute cette relation client, elle repose sur l'expert comptable et son frère préféré?
Alors, sur la création de la cible, oui. Je pense qu'effectivement, on peut dire que ça repose sur l'expert comptable ou en tout cas, comme tu l'appelles, le top management. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la base de la stratégie. Après, sur le suivi de la relation client, non, là, on va pouvoir déléguer. D'accord, mais comment tu délègues à un collaborateur qui te dit qu'il ne veut pas parler au client? Tu changes de collaborateur? Non, bah alors là, c'est impossible. Là, c'est impossible. C'est impossible. Ce que tu disais de déléguer, c'était des tâches très concrètes du type je reçois mon client, je réunis les pièces, je me paramètre le dossier, je fais le premier rendez-vous. C'était ça. C'est C'était des tâches. exactement Ouais. ça, les tâches qui sont délégables. Voilà. Je prépare en fait tout le dossier d'accueil, je fais toutes les tâches chronophages qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Je crée le client dans la base du fichier de facturation client, ce genre de choses. Et évidemment, je pense que certains collaborateurs ont de l'appétence pour la relation client, d'autres pas. Ça va être intéressant d'identifier les forces et les points d'amélioration de chaque collaborateur et de les orienter sur ce qu'ils préfèrent faire. Et puis en plus, en général, ils sont contents. Quand c'est comme ça, ils restent dans le cabinet. Alors, si on veut faire une petite page de pub, il y a en ce moment le parcours profession comptable 2030 qui est proposé par le Conseil national de l'ordre, hyper subventionné, donc pas très cher du tout, où il y a un module qui propose de former les collaborateurs à cette relation client. Vous avez des modules sur tout un tas de nouvelles missions et avec un axe de changement de comportement pour les amener à prendre de nouvelles postures. Donc très bien, donc là j'ai fait le tableau Excel que tu évoquais, j'ai mis mes clients. Donc ça, c'est l'existant en fait. C'est-à-dire je pars de ce que je fais concrètement. Je ne construis pas une feuille de route, une feuille blanche. C'est ça que tu préconises. Alors, Pardon, je préconise ça quand tu as un cabinet déjà installé. Demain, si je m'installais ex nihilo, bah, je regarderais ce que moi j'aime faire, hein, seul expert comptable dans mon cabinet où il n'y a pas d'autres collaborateurs. Ouais. Donc, je fais cette cartographie, je regarde ce que j'ai en termes de compétences au sein du cabinet, et après, je définis qui je souhaite servir, parce que concrètement, ce que tu dis, c'est que le fait de faire ce travail, ça va faire ressortir une typologie de clients, voilà, c'est ça? Oui, c'est ça, ça va faire ressortir une typologie de clients, ça va te permettre de préparer ton plan de communication finalement, parce que tu vas savoir comment tu vas leur parler, où est-ce que tu vas leur parler. Il y en a qui vont être sur Instagram, d'autres sur LinkedIn, d'autres sur X. Donc, ça va être vraiment à toi de pouvoir, en fonction du type de client, savoir où est-ce que tu vas communiquer, quel prix tu vas proposer aussi, parce qu'effectivement, bah, tu ne factures pas de la même façon un freelance photographe ou une startup qui est en pleine levée de fonds. Et typiquement, en identifiant le client idéal, et ben, tu vas pouvoir aussi travailler sur ta stratégie de prix. Et c'est vraiment en fait la base, c'est ton client et ensuite tout va découler de ça. Ce que j'ai trouvé aussi quand on a préparé l'atelier, quand on dit quel type de client je veux servir, on n'est pas forcément sur du sectoriel. C'est pas forcément une spécialité du type je veux faire que les architectes ou on peut avoir aussi d'autres critères de typologie. Non, mais je dis ça par rapport à toi, le choix que tu as fait qui m'a un peu surpris quand on en a parlé. Si tu acceptes d'en parler. J'accepte totalement d'en parler, il y a rien de caché. Mais c'est vrai que souvent quand je reçois un prospect, ce qui m'intéresse avant même de parler de son secteur d'activité, ça va être sa mentalité. Parce qu'en fait, j'ai envie de travailler avec des gens qui me ressemblent, qui sont bienveillants, qui sont ouverts, qui ne sont pas là forcément pour massacrer le monde et gagner beaucoup d'argent. Et typiquement, c'est un des choix qui est totalement subjectif que nous, on a fait, c'est de travailler avec des gens qu'on aime, en fait, qu'on a envie de servir au quotidien. Et typiquement, c'est pas lié à un secteur d'activité, ça commence vraiment déjà par un ressenti, par une discussion. Et quand tu commences par là, déjà, bah, c'est beaucoup plus facile de bien les servir parce que tu les aimes. Parfait. Parce qu'après, on va se poser pas mal de questions sur comment on gère une relation client, parfois plus ou moins difficile. Et si dès le début, on met ce type de critères, ben, ça peut peut-être faciliter un peu les choses. Très bien. Alors, on poursuit avec le processus d'onboarding, d'accueil client. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, des étapes que tu as décrites et nous dire concrètement comment ça se passe chez toi? Oui, alors concrètement, comment on l'a fait? Déjà, on a créé un peu notre schéma d'accueil. Donc, on a fait un super graphique sur lequel on a dit quelles sont les étapes du client quand il arrive chez nous. Donc, il y a une première prise de contact. Ensuite, il va y avoir la signature de la lettre de mission, la création du logiciel de prod, etc., etc., etc. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment indépendant pour chaque cabinet. Chacun va avoir son propre processus d'accueil client, même si globalement, on a aujourd'hui, je pense, plus ou moins tous les mêmes tâches à faire. Mais on va déjà cartographier ça dans un premier temps. Et ensuite, l'idée, ça va être que cette cartographie, elle ne reste pas dans la tête de l'expert comptable. C'est qu'elle soit appliquée, qu'elle soit mise, que ce soit sur une feuille Word, sur un outil comme on en parlait, Notion la dernière fois, qui est un super outil pour faire ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de le mettre à disposition de tout le monde pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Et comme ça, si demain l'expert comptable pour X ou Y raison, il n'est pas dans le cabinet le jour, bah,
il va pouvoir finalement dire à son collaborateur, là, pense à créer le logiciel de prod, à prendre un rendez-vous avec tel client pour lui expliquer comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'il dépose ses pièces, pour être sûr finalement qu'il est bien entouré. C'est ce que tu disais, Virginie, c'est qu'aujourd'hui, on doit passer du temps, et c'est presque une obligation, pour former nos clients aux pratiques qu'on va mettre dans le cabinet pour mieux les servir. Alors, ce que tu dis, c'est confirmé par un collaborateur. Donc, je remercie Hugo là, qui apporte son témoignage. Il travaille avec moi. Oui, on en a parlé la dernière fois. Ok. Ah, non, mais ok, d'accord. C'est pour ça que j'ai dit son nom. Mais bon, je sais pas, j'ai quand même le citer, même si c'est un peu biaisé. Mais... non, mais qui dit qu'en fait, même du point de vue collaborateur, on peut déléguer cette partie d'accueil client quand c'est fait de façon claire, en fait. Et que le fait d'avoir une fiche process et des informations précises permet de déléguer simplement. Moi, je viens avec mes confrères experts comptables qui me posent des questions. Chacun vient avec ses questions. Ok, très bien. Donc très bien, ok. Donc concrètement, ça se passe comme ça. Sur la partie outils, tu as cité Notion. On va en reparler. Enfin, je précise pour ceux qui nous écoutent. On va en reparler tout à l'heure de façon un peu plus concrète. Qu'est-ce que c'est que cet outil et comment on peut l'utiliser? On vous propose plusieurs outils après. Ça, c'est top. Vraiment, merci beaucoup pour cette préparation. Parce qu'en 2024, si on anime un webinaire sans proposer d'outils, je pense qu'on est peut-être un peu à côté de la plaque. Et là, vous aurez quelques outils pour vous aider. Donc, on peut passer à la suite sur la création d'un cadre. C'est peut-être intéressant. C'est-à-dire là, donc j'ai formalisé. Enfin, tout est intéressant, c'est ce que je veux dire. Mais okay, merci Julien. J'ai formalisé mon processus d'accueil. Ok, concrètement, c'est un peu la carcasse, la structure, le process. Mais qu'est-ce que je mets dedans en termes de contenu? Qu'est-ce que je dis à mon client dans cette phase d'accueil? Quelles règles je fixe? Alors, la règle, et c'est ce que j'ai mis au tableau, et c'est ce que Philippe Barré avait dit lors de la première année. En 1835, non? Exactement, lors de la création de la comptabilité. Non, Philippe Barré, lors d'un atelier de la transformation, je crois, il y a 2 ou 3 ans, avait dit cette phrase que j'ai toujours gardée en tête: nous ne sommes pas des urgentistes. Et pourquoi j'ai gardé cette phrase en tête? Parce que souvent, que ce soit dans la tête de l'expert comptable ou de ses collaborateurs, quand un client appelle, il faut absolument lui répondre immédiatement dans la seconde, tout arrêter et tout planter pour lui répondre. Et en fait, là, on a une perte de productivité énorme, alors qu'en vrai, à part dans certains cas peut-être extrêmes, mais finalement, le client, on peut très bien le rappeler 2 ou 3 heures plus tard et ça ne change rien. Et ça va être ça, dans ce que j'expliquais dans la création d'un cadre, c'est d'expliquer à son client que oui, on va lui répondre, oui, on va accéder à sa demande, mais on ne va pas le faire forcément quand lui, il va la faire, mais quand nous, on va avoir le temps de le faire. Pourquoi? Parce que si je réponds à un client alors que je suis en train, je sais pas, de réviser un bilan, et ben en fait, finalement, je desserre le client sur lequel j'étais en train de travailler pour en servir un autre. Alors, celui sur lequel j'étais en train de travailler, il ne le sait sûrement pas, donc c'est pas grave, mais finalement, je vais perdre du temps. Et il y a une étude souvent qui est citée, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on sort de la réalisation d'une tâche pour laquelle on était complètement à fond dedans, il faut entre 15 et 20 minutes pour se remettre au même niveau, au même rythme d'activité. Cette notion d'urgentisme, si tu me permets, Julien, c'est à peu près la même que la notion de délégation de service public. En fait, quand on se met dans cet ADN-là de délégation de service public, il faudrait qu'on réponde tout de suite, qu'on arrête tout. Alors que c'est vrai, moi j'ai souvent dit au début, quand je travaillais il y a longtemps, je ne donnais pas mon téléphone portable aux clients. Et souvent, je dis, alors maintenant, c'est plus possible, mais je disais, mais on n'est pas médecin urgentiste, en fait. Le client, il n'a pas besoin, je crois que mon premier téléphone portable, j'ai eu en 98, il n'a pas besoin de me joindre 24/24. Bon, évidemment, j'ai changé là, mais maintenant, ils ont mon téléphone portable, mais c'est pas pour autant qu'ils m'appellent tout le temps. Bon, aussi, c'est peut-être parce que j'ai plus beaucoup de clients. Enfin, bref. Non, je plaisante. Donc, elle est importante, cette notion, oui, d'urgentisme. Moi, j'ai vu aussi des collaborateurs où un client apportait des pièces, je sais pas, au hasard, un 15 mai, à 20h, et le collaborateur que je retrouve le lendemain en piteux état, qui a bossé jusqu'à 1h du matin. Et là, je lui dis, mais qui vous l'a demandé? Ben, personne, parce que le client qui apporte des pièces un 15 mai, alors qu'on l'a relancé, bref, qu'on a fait tout le process qui va bien, il n'y a aucune raison qu'on bosse toute la nuit pour lui. Et moi, ça ne me dérange pas après qu'il soit en retard. Et on est toujours dans cet ADN-là qui est impulsé certainement par l'expert comptable et aussi suivi par les collaborateurs. Oui, c'est l'ADN finalement de la surqualité, c'est qu'on a envie de bien faire et parce qu'on
est pour beaucoup, je pense, des perfectionnistes dans l'absolu. C'est vraiment la difficulté, moi, que j'ai, c'est de dire, c'est pas grave si c'est pas fait à 100% bien. Mais effectivement, ça va rejoindre l'idée d'imposer des règles ou en tout cas d'expliquer qu'est-ce qu'on attend du client, comment est-ce qu'on va fonctionner. Et dans les règles, par exemple, qui sont relativement implicites, c'est qu'on rappelle nos clients, mais on les rappelle à certaines heures. On ne va pas les rappeler à n'importe quel moment de la journée. Et déjà, quand le client est au courant du cadre, ça facilite quand même pas mal les échanges. Donc là, très concrètement, tu as dit à tes collaborateurs, les rappels clients, c'est sur tel créneau, ou c'est eux qui décident, il y a un créneau en tout cas? Alors moi, j'ai proposé un créneau qui est en général le matin de 11h30 à 12h30, si tu veux savoir, et l'après-midi de 15h30 à 16h30. Et les clients sont aussi informés que si on les rappellera à ce moment-là? Les clients sont informés. Alors, pour rien le cacher, ils le respectent assez rarement, mais en tout cas, ils le savent. Et déjà, il y a une autre phrase que j'aime bien, je vais faire plein de citations et c'est très cool. C'est en programmation neurolinguistique, on dit « la règle rend libre ». Et en fait, à partir du moment où on donne le cadre, on explique le cadre, tout le monde est rassuré puisque finalement, le client, il sait qu'il va être rappelé à un moment ou à un autre. Ils vont quand même essayer d'appeler à n'importe quel moment parce que peut-être qu'à ce moment-là, on était à la pause café, on va pouvoir le rappeler immédiatement. Mais en tout cas, déjà, l'idée, c'est de lui dire « on va s'occuper de toi ». Mais par contre, on a d'autres priorités, d'autres urgences qui sont déjà en train d'être traitées. Et c'est ça d'abord qu'on va commencer par traiter. Donc, c'est à la fois, pour être sûr de bien comprendre, c'est à la fois le rappel du client et les prises d'appel. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le téléphone, on se réserve des créneaux. Donc, effectivement, oui, c'est une technique de gestion du temps c'est des planches de concentration sur des sujets et on appelle à certains moments. Ok. Juste une petite parenthèse. Oui, un gros bisou, Voilà. Philippe. On sait que j'ai dit des bêtises. Vraiment, c'était pas 1835, voilà. C'était 1935. Je me suis un peu trompée, mais on t'aime fort. Merci. Alors là, tu parles en fait un peu de la mission d'accompagnement et de conseil dans ce rappel du client. Mais moi, j'ai envie de revenir à la mission de base. On peut aussi avoir un process. Alors peut-être que tu l'as. Sur la mission de base, c'est-à-dire qu'on a le droit d'écrire au client le 15 janvier, le 15 février ou le 15 mars, que si on n'a pas reçu toutes ces pièces à telle date, on ne sera pas en mesure de respecter les délais qui nous sont imposés par l'administration fiscale. C'est ça les règles. Et là, ces règles-là, elles peuvent s'imposer pour tout le monde, mais encore faut-il le dire, prévenir le client pour que le collaborateur ne se sente pas corvéable à merci. Je ne sais pas si tu as mis ça comme process dans ton cabinet aussi. Alors, on a un process un peu plus régulier, c'est-à-dire qu'en fait, on va harceler nos clients presque tous les mois pour avoir des pièces justificatives parce qu'aujourd'hui, avec les outils technologiques qu'on peut avoir, avec les logiciels de production, c'est très facile de faire des demandes de justificatifs quasiment en temps réel. Et donc, à partir du moment où, en général, où on fait la TVA, tous les mois pour beaucoup de clients, et en tout cas, je trouve que c'est quand même un bon outil, on sait ce qui va nous manquer immédiatement et on sait qu'on va pouvoir les redemander. Mais effectivement, pour un client qu'on traiterait une fois par an, et on en a quelques-uns comme ça, c'est important, effectivement, entre le 15 janvier et le 15 février, de lui dire maintenant, il faut qu'on ait les pièces dans les 15 jours parce que sinon, on ne sera pas capable de le faire. Ça, c'est évident. Et c'est là, en fait, c'est bien parce que tu me permets d'enchaîner sur mon dernier point, c'est qu'on va pouvoir finalement utiliser la lettre de mission pour formaliser tout ça et utiliser la lettre de mission non pas forcément juste comme un contrat, mais comme un outil de communication sur lequel on va pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on attend. Et typiquement, et c'est la suite, il y a quelque chose que nous, on a mis en place dans la lettre de mission, c'est une petite mention qui va expliquer en fait comment est-ce qu'on va traiter l'absence de justificatif dans certains cas. Et cette mention, alors je vous ai donné un exemple, ça va dépendre effectivement de la taille du dossier, bien sûr, ça va dépendre de pas mal de choses, mais c'est simplement pour expliquer qu'on prévient nos clients qu'on va systématiquement tout leur demander. Sauf qu'en fait, on ne va pas leur demander 200 fois une facture de moins de 15 € de taxi parce qu'on sait que pertinemment, ils l'ont perdu. Donc, à partir du moment où ils l'ont perdu, passer un certain seuil, on va le passer directement en charge parce que pour nous, ce n'est pas forcément significatif et le risque pour le client est léger. Et au-delà d'un autre seuil, on va le mettre en compte courant d'associé et sûrement en rémunération à la fin de l'année. Mais l'idée, c'est de dire, on n'est pas là en fait pour jouer le rôle de l'administration et se substituer à elle et puis vous éviter de prendre 100% des risques. Au bout d'un moment, on travaille avec des chefs d'entreprise, des adultes qui prennent leurs responsabilités. Et s'ils ont perdu leur facture, finalement, je pense que c'est hyper frustrant pour un client de se faire relancer 200 fois parce qu'on ne termine pas un bilan parce qu'il manque 3 factures de restaurant. Alors, moi, j'ai une autre vision. Et ce que j'ai fait dans mon cabinet, c'est que j'ai écrit il y a quelques années à tous les clients que je pars du principe que n'importe quelle dépense est faite conformément à l'objet social. D'une part. D'autre part, qu'on a une obligation de moyens et j'ai déterminé des seuils de signification.
Petit chiffre d'affaires 200 €, gros chiffre d'affaires 500 €. Et j'ai écrit au client que toutes les pièces qu'il ne me donne pas inférieures soit à 200 € soit à 500 €, eh bien, je pars du principe que c'est conforme à l'objet social et donc que je les comptabilise et je récupère la TVA. Et je sais que c'est un grand stress dans ce métier, la TVA, mais ça me fait rire parce que beaucoup, en fait, passent la charge. Donc, en fait, nous, experts comptables, on serait super décomplexés de passer 80% et les 20% de TVA, ceux-là, on les passerait pas. Soit on a tout, soit on estime qu'on a tout. Moi, j'estime que j'ai tout et que c'est le client qui me les a pas donnés. Il y a des factures Orange qu'il n'est pas allé chercher sur sa plateforme, du Uber qu'il n'est pas allé chercher sur la plateforme, du taxi aussi. Donc, il les a pas forcément perdus. Moi, je pars du principe qu'il les a et je les comptabilise. Là-dessus. Donc on a et ça pose à peu près aucun problème et on a un seuil de signification. Et lorsqu'on fait ça, on gagne du temps, mais de manière extraordinaire, parce que ce qui nous plombe pas mal quand même, souvent, c'est les histoires de carte bleue du dirigeant. C'est quand même un cauchemar, souvent, les cartes bleues du dirigeant. Des cartes bleues inférieures à 200 €, il y en a souvent une petite ribambelle. Et évidemment, au-delà, on réclame la pièce. Et au-delà, si la pièce n'existe pas, là, on la met en compte courant, on la fait rembourser, etc., etc. Et ça, c'est voilà, c'est des principes qu'on peut mettre dans la lettre de mission pour un nouveau client, mais on peut envoyer un mail à tous ses clients actuels en disant que maintenant ça se passe comme ça, et c'est pas, à mon avis, très compliqué à faire. Hélas, on gagne un temps de fou dans les cabinets. Il y a sur la partie gain de temps aussi, dans le précédent webinaire qu'on a fait là avec Fabien Bouchy sur la période fiscale, comment passer une période fiscale sereine. Il y avait aussi pas mal de conseils très pratiques sur où est-ce qu'on peut peut-être éviter de faire de la surqualité, le terme que tu employais tout à l'heure, en laissant chacun la liberté de faire ce qu'il veut aussi. C'est-à-dire que là, vous avez deux pratiques différentes, des seuils différents, TVA, pas TVA, etc. Encore une fois, chacun est libre de l'adapter comme il veut. Là, le propos ici, c'est de dire on peut imposer des règles à son client dès le démarrage de la relation pour se simplifier la vie. C'est un petit peu ça ce que je retiens de ce que tu viens de dire. Ce que vous venez de dire tous les deux d'ailleurs. Dès le démarrage et puis en cours de vie. Et en cours de vie. On a le droit de changer d'avis. On peut dire au client, après c'est des histoires, on peut dire au client, on passe 5 heures. Moi je l'avais fait à l'époque, il y a 10 ans, des clients où on passait notre vie à réclamer les justifs de carte bleue. À partir du moment où je lui ai mis un tarif complémentaire, on a passé 10 heures à 180 € de l'heure, je dis c'est 1800 €. Soit j'avais les cartes bleues l'année d'après, soit il l'a fait faire par son assistante, soit on a laissé tomber et je lui ai dit après c'était son sujet. Donc ça peut se résoudre en fait. On est complètement dans la relation client de confiance entre un client et l'expert comptable. Après il y a la notion de confiance et parfois on n'est pas dans la confiance, parfois on est un peu dans la défiance. Où l'expert comptable se dit bon, ce client-là, c'est un voyou. Et là, c'est pour ça que c'est bien que tu nous aies dit en préalable. En fait, nous, nos clients, on les aime, et j'imagine que qui dit amour dit confiance. Enfin, souvent. Hein. Bon, je m'y connais pas bien en amour, mais je pense que ça devrait. Et en fait, est-ce qu'il faut rester en fait avec un client quand il n'y a plus de confiance et quand il y a de la défiance? C'est une vraie question aussi à se poser. On nous pose la question là, dans quelle partie de la lettre de mission? Je crois qu'on est au début, à un moment donné. Il y a obligation du client, obligation de l'expert comptable. On est dans les 2 premières pages, j'imagine. C'est ça, moi je mets ça juste tout au début, juste après en fait avoir mis mon tarif. Je vais expliquer que déjà ce tarif par exemple ne prend pas en compte le contrôle URSSAF, le contrôle fiscal, ce genre de petites mentions. Et juste après, je vais mettre cette petite phrase qui va permettre de poser le cadre. Mais effectivement, on se rejoint complètement sur ce que tu dis. L'idée, c'est d'aller vite. On a confiance dans nos clients. Et si on n'a pas confiance, effectivement, au bout d'un moment, il faut changer de client. Mais c'est le problème, et c'est ce que tu disais aussi en intro, c'est en fait, on a tellement l'habitude des officiers ministériels que finalement, en fait, on a pris l'habitude de se dire, bon, bah, en fait, il faut que notre client soit parfait, qu'il manque rien et qu'on fasse tout pour lui. Et c'est là la difficulté qu'on peut avoir et qu'il faut vraiment, en fait, transmettre à nos collaborateurs, c'est de bien leur expliquer que c'est le problème du client s'il ne donne pas son justificatif, pas le problème du cabinet d'expertise comptable. Et pour avoir échangé sur des réseaux sociaux, je sais qu'il y a plein d'experts comptables qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Mais après, je pense que quand tu as un cabinet et que tu commences à avoir
pas mal de clients, finalement, tu n'as pas forcément trop le choix au bout d'un moment de faire confiance, d'accepter que tu n'auras pas tout, qu'aucun dossier ne sera parfait à 100%, et c'est pas grave et ce sera très bien quand même. D'autant qu'un des enjeux principaux de la transformation, c'est d'avoir du temps pour pouvoir se transformer. Ça commence aussi peut-être par là de se ménager des marges de manœuvre, hein, gagner du temps pour pouvoir avancer. Parfait, donc là on a vu la partie un peu cadrage de la relation dès le départ, donc qui commence très en amont. Je fais un petit récap, on est à peu près à la moitié là, du timing, un petit peu plus de la moitié. Donc ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est on cadrer la relation dès le début, choisir et définir, donc déjà réfléchir à qui on souhaite servir. Et de tout ça, on découle pas mal de choses, dont la formalisation du process. Des conseils très pratiques sur le cadrage de la relation dans la lettre de mission, les plages de créneaux horaires aussi, enfin, voilà, des choses déjà très pratiques. Maintenant, on peut passer peut-être à la place de l'expert comptable dans la relation client. On n'est pas forcément ici sur l'entrée dans la relation, mais tout au long de la relation avec le client. Comment est-ce que tu te positionnes? Ce premier point est intéressant. On est chef d'entreprise, pas chef de mission quand on est expert comptable. Est-ce que tu peux nous expliquer? Je pense qu'à peu près comme 100% des experts comptables, quand je suis devenu expert comptable, j'étais un super chef de mission parce que je fais vraiment bien le boulot et c'est top. Sauf qu'effectivement, c'est ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de temps. Parce qu'en fait, l'expert comptable en 2024, il doit faire de l'expertise comptable, il doit réviser, superviser, enfin, il doit superviser ses dossiers à minima, mais il va devoir faire le commercial, il va devoir faire du marketing, il va devoir faire de la stratégie, il va devoir faire, je sais pas, aller participer à des réunions et ce genre de choses pour développer sa clientèle. Et en fait, il a plus le temps de rentrer dans le détail de chaque mission. Et c'est l'idée, en fait, c'est vraiment de changer un peu de paradigme, d'état d'esprit, en se disant qu'en fait, aujourd'hui, un expert comptable, c'est plus le médecin de famille traditionnel dont on avait l'habitude de parler, c'est un chef d'entreprise au même titre que les clients qui va accompagner. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, il y a la notion de travailler sur l'entreprise par rapport à travailler dans l'entreprise. Est-ce que ça veut dire qu'on sert moins bien les clients? Parce que ça peut être ça la crainte de ceux qui nous écoutent, qui se voyaient comme des médecins de famille généralistes, une relation très proche. Est-ce que je vais moins bien les servir si je rentre dans une logique de chef d'entreprise? Si tu formes pas tes équipes, probablement, parce que effectivement, la base de pouvoir se sortir du quotidien et de la production à proprement parler, et je suis en plein dans la production encore, hein, donc j'ai pas de jugement là-dessus, mais ça va être en fait d'expliquer à ces équipes qu'est-ce qu'on attend d'eux et comment est-ce qu'ils vont pouvoir aussi bien servir les clients que si c'était nous-mêmes. Et ça va passer justement par le dernier point que j'ai indiqué là, c'est formaliser ces processus de travail. Comment est-ce qu'un collaborateur va pouvoir en fait finalement réaliser une mission aussi bien que l'expert comptable? Il faut tout simplement qu'en fait l'expert comptable lui donne les clés de cette réussite, lui explique comment est-ce qu'il fait lui-même pour bien réussir la mission. Et oui, il y a de l'expérience, mais quand on commence à faire, je ne sais pas, par exemple, une checklist de contrôle sur un dossier, cette checklist, tout le monde peut l'appliquer si on l'a bien formalisée. C'est juste qu'un collaborateur avec 2 ans d'expérience ne va pas savoir dans quel compte aller vérifier, quels sont les montants, etc. Un expert comptable aussi. Donc l'idée, ça va être de transmettre cette connaissance et d'accepter que le collaborateur fera peut-être bien à 80%, mais s'il fait bien à 80%, c'est déjà top. Alors, si je peux me permettre, hein, si on se loge, nous, experts comptables, dans la mission de présentation des comptes, on a une obligation de cohérence et de vraisemblance, et pas d'exhaustivité. Donc, on a tout intérêt à se mettre dans une mission normalisée, et la cohérence et la vraisemblance, si on a une facture de Fnac qui devrait être en 606 300 et qui est en 615 200, en fait, c'est pas très, 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 très grave. En réalité, oui, c'est mal rangé, mais c'est pas grave. Et en termes de cohérence et de vraisemblance, on devrait s'en sortir. Et il est vrai que ce pointillisme que je pense qu'on adore tous. Et en tous les cas, moi, quand j'ai commencé à bosser il y a 30 ans, c'est ce qu'on m'a expliqué, hein. Enfin, on les compte, les 12 factures d'EDF, les trucs. Enfin, en fait, si on en a 11 et que la 12e, elle est ailleurs, c'est pas très grave. Bon, ça me gênerait quand même, hein, mais c'est pas très grave non plus. Et c'est cette posture qu'il faut avoir. Et je vous incite à revoir, en fait, l'épisode 1 des parcours de la transformation, parce que cet épisode 1, c'était cette posture là, comment l'expert comptable devient chef d'entreprise. Et cette posture qui n'était pas nécessaire
jusqu'à il y a quelques années d'un expert comptable qui pouvait rester technicien. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la numérisation de nos métiers, de nos process, la multiplication des acteurs, comme des robots comptables, comme Conto, comme tout ce changement en fait d'environnement oblige l'expert comptable à avoir une posture de chef d'entreprise parce que ça l'oblige à se positionner sur une stratégie. C'est ce qu'on dit depuis le début. Et la réelle stratégie, en réalité, c'est pas quel PDP tu vas choisir pour la facture électronique. En fait, la réelle stratégie, c'est quel client tu choisis. En fait, et c'est pour ça que je disais en intro, remettre le client au cœur du process. Parce qu'en fait, on va structurer son cabinet pour travailler pour quel genre de client. Et ça, c'est facile à dire, c'est bien plus difficile à faire, mais je pense que ça, c'est le début du process, onboarder le client dans son mindset. Oh là 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 là, je vais me prendre des claques. Tu as fait un doublé magnifique. Non, c'est intéressant. Et en fait, pourquoi aujourd'hui on en parle? C'est parce que, alors je ne sais pas si tu as un petit peu suivi, mais on a le modèle australien qui est sorti. Il y a eu 38% de perte de marché chez les experts comptables en Australie parce qu'ils n'ont pas réussi justement à repenser la place de l'expert comptable, la place des missions et la valeur ajoutée en fait qu'ils apportaient à leurs clients. Aujourd'hui, en fait, on va clairement sur la même tendance parce que demain, pour X ou Y raison, on perd le monopole ou des nouveaux acteurs rentrent sur le marché et sont capables de faire toute la pré-comptabilité. Si on vend une mission de tenue et qu'on ne vend qu'une mission de tenue et qu'on ne pense pas à la valeur ajoutée client et à comment mieux le servir qu'en faisant simplement une liasse fiscale, je pense qu'on va avoir une perte de chiffre d'affaires qui va être monstrueuse dans les 5 à 10 ans à venir. Ce qui rejoint aussi ce qu'on avait vu dans notre atelier, la facture électronique, c'est plus une question de stratégie de relation client qu'une question de techno, de PDP et d'outils. Voilà. Bien sûr. Alors moi, je la partage pas bien, cette vision un peu catastrophique de la perte du chiffre d'affaires des 38%. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le business model d'aujourd'hui n'est pas le business model de demain. Parce qu'avec la facture électronique, on le sait tous, saisie TVA et après liasse fiscale, dans 10 ans, en fait, ça n'existera presque plus. C'est pas 10, dans 10, c'est dans 8, c'est pas 8, c'est dans 15, mais tout ce process va être complètement automatisé. Donc la vraie question, et c'est pour ça qu'on fait ces fameuses saisons de la transformation, la vraie question, c'est quel métier on va faire demain. Et quand on se pose la question du métier, où on a tout le champ des possibles, c'est extraordinaire. On peut se positionner sur la durabilité, sur la gestion de patrimoine, sur la gestion tout court, l'accompagnement en gestion, parce qu'il y a quand même un truc qu'on fait pas aujourd'hui, c'est saisir. Là, aujourd'hui, nous saisissons ou nous intégrons des données comptables pour faire de la TVA. Il y a quand même plus intéressant que de faire de la TVA, c'est faire un outil de gestion au quotidien. J'ai même pas osé dire tableau de bord, ça fait 40 ans qu'on en parle, mais en fait, on le fait pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a peut-être pas les compétences, etc. Donc, il y a tout ça à transformer et on a la grande chance depuis 10-15 ans d'avoir un pays qui favorise l'entrepreneuriat. Avec ce fameux statut de l'auto-entrepreneur qui a été complètement libéralisé il y a 15 ans, je pense à peu près, on a, je crois, 1 million d'auto-entrepreneurs par an. Et ces auto-entrepreneurs, à un moment donné, ils se transforment en entrepreneurs. Et là, ils ont besoin de conseils d'un expert comptable. Et c'est pas sur Internet, sur Google, sur ChatGPT qui trouveront les questions. Moi, j'en suis persuadée. Donc, il y a un marché de l'accompagnement du chef d'entreprise dans la TPE-PME qui est notre terrain de jeu, en fait. Personne ne connaît aussi bien la TPE-PME que l'expert comptable. C'est vraiment le conseil au quotidien. L'avocat, il vient une fois par an quand il y a un litige. Les notaires, c'est une acquisition immobilière. Enfin, on le sait. Et donc, on a vraiment tout un terrain de jeu extraordinaire. Il faut simplement s'en saisir. Et tant pis pour les Australiens.
Oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu catastrophique, mais le problème, c'est combien d'experts comptables vont être prêts à s'en saisir. Oui, c'est-à-dire que les Et tous ceux qui 38%, c'est suivent un les mélange parcours de de la deux, hein. transformation, Ouais. ils sont bons. Les fameux 38%, c'est un mélange de deux tendances, avec une tendance avec des cabinets qui en ont profité pour retirer leur épingle du jeu et des cabinets qui se sont écroulés parce qu'ils n'avaient pas joué le jeu de la Alors, si législation. j'ai bien compris, dans cette stat de loin, c'est une histoire aussi de facture électronique et de plateforme de l'État qui n'était pas prête. Et souvent, on parle de l'Australie dans ce cadre-là, avec l'État qui a repoussé sa réforme, mais je crois depuis 10 ans, repousse sa réforme de la facture électronique avec la fameuse PDP. Oui, non, mais tout épisode qui pourrait ressembler à quelque chose qui se passe chez nous est complètement fortuit. Et donc, les experts comptables ont attendu la PDP étatique. Et ils ont tellement attendu qu'à la fin, ça a fait un gros flop, d'où ce stress-là et ces chiffres-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au Conseil régional, au Conseil national de l'ordre, on dit n'attendons pas la facture électronique pour y passer. Certes, c'est une obligation fiscale, mais on peut avoir des PDP, et il y en aura bientôt, et faisons ce job-là de passer déjà à la facture électronique, qui est quand même un outil extraordinaire pour capter de la donnée assez facilement en langage universel. Sur la partie accompagnement, transformation, pour aller dans le sens de ce que vous étiez en train de dire tous les deux, effectivement, il faut avancer, il faut se transformer, il faut travailler ses relations clients. Il y a la conviction qu'on peut avoir soi en tant qu'expert comptable. On vous écoute tous les deux et on se dit, OK, je vais mettre en place tout ça. Mais il y a des équipes derrière. Donc, tu parles de former et de coacher. Quelle différence tu fais entre former et coacher? Et tu formes et tu coaches à quoi, concrètement, tes collaborateurs? Alors, absolument tout. Alors, la différence pour moi entre former et coacher, c'est former, tu vas donner une information, et coacher, en fait, tu vas accompagner sur l'utilisation finalement de cette information au quotidien par tes équipes. Et sur quoi, en fait, je pense qu'aujourd'hui, si on partage l'information dans un cabinet, surtout dans un cabinet de petite taille comme le mien, et ben, en fait, ça va faire grandir tout le monde. Et ça va être formé sur les processus de travail, ça va être formé sur l'accompagnement client. Typiquement, en fait, quand tu regardes mon processus d'onboarding dans le cabinet, j'ai mis en dessous des questions que je pose systématiquement à tous mes entretiens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme ça va permettre à n'importe qui de savoir qu'est-ce que moi j'ai dans la tête et comment est-ce que la personne va pouvoir répliquer exactement la même chose que moi. C'est pas difficile, hein. C'est tu fais une liste, tu sors 15 questions, et en fait ça va être une partie de la formation. Et après, sur la partie coaching, tu peux très bien dire à un de tes collaborateurs, maintenant tu vas faire le rendez-vous client et tu l'accompagnes et tu regardes comment est-ce Et qu'il tu fait. peux nous donner une question, par exemple, une ou deux questions? Pour l'onboarding client? Alors, la première chose, en fait, déjà, systématiquement, que je vais demander, c'est quels sont les besoins du client? Qu'est-ce qu'il attend de nous? En fait, comment est-ce qu'il espère que moi, expert comptable, je vais pouvoir le servir? Déjà, si tu commences par là, tu vas lever 80% des problèmes, parce que déjà, on est sur la même longueur d'onde entre le client et toi. Ça, c'est la première chose. Et après, dans mon premier entretien d'onboarding, je vais lui demander aussi, mais ça, c'est peut-être, j'ai une formation de coach, mais c'est plus ça qui ressort. C'est quoi ses objectifs pour sa société dans les 3 ans à venir? Où est-ce qu'il veut l'amener? Et c'est quoi aussi sa stratégie de sortie de sa société? Comment est-ce qu'il se voit dans 5, 10, 15 ans? Peut-être fermer, vendre, trouver un repreneur pour sa société. C'est dans une logique de coaching aussi bien avec tes clients qu'avec tes collaborateurs, finalement. C'est presque les mêmes questions que tu poses à tes clients qu'à tes collaborateurs. Où est-ce que tu vas? Quelles sont tes motivations? C'est ça que j'entends? C'est complètement ça. Et puis, c'est les questions que je me pose en permanence dans ma tête, hein. Okay. C'est toujours ça, en fait. C'est savoir où est-ce que je veux aller, quelle est ma vision. Et je vais demander la même chose à mes collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent finalement de leur place dans le cabinet? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Et comment est-ce que moi, je peux les aider à trouver leur place et à ce qu'ils soient heureux? On a une problématique en cabinet, hein, on ne va pas se mentir, c'est de trouver le bon collaborateur. Donc, une fois qu'on a trouvé la bonne personne, on a envie un peu de la chouchouter. Et pour la chouchouter, il faut la comprendre. Ouais, d'accord. C'est aussi, quelque chose qui revient régulièrement dans les ateliers. La problématique, elle est plus de garder les collaborateurs que garder les clients. Donc, il ne faut pas sacrifier les collaborateurs pour des clients qui sont difficiles, chronophages, etc. Ok, très bien. Si je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute, qui a son équipe de collaborateurs, former, coacher, est-ce que ça veut dire que, très concrètement, comment je fais? Je vais prendre tous mes collaborateurs et les former à la relation client. Je fais un point, je leur demande ce qu'ils veulent faire et j'adapte. Comment est-ce que tu mets en place ça pour quelqu'un qui aurait 5 collaborateurs là et qui se lancerait? Alors concrètement, déjà, tu es censé faire des entretiens professionnels de temps en temps quand même avec ton équipe. Je dis bien censé parce que combien ne le font pas, mais c'est pas grave. Et du coup, déjà pendant cet entretien, tu peux leur demander quelles appétences ils ont. S'il y en a un, il te dit je ne supporte pas de parler à un client,
évidemment, tu vas pas lui dire si maintenant tu vas faire des rendez-vous clients et je me fiche de ce que tu penses. Mais une fois que déjà tu auras identifié ça, après tu vas pouvoir les accompagner. Alors pour l'instant, par exemple, typiquement, je l'ai fait qu'une fois, mais je leur ai donné quelques clés de comment est-ce qu'on réalise un coaching. Tu vois, il y a une méthode qui s'appelle le GROW, qui est GROW, qui est une technique d'accompagnement coaching où on va définir les objectifs, quelle est la réalité du client, quelles sont ses options et qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et ben, typiquement, on a fait ça une fois ensemble. Je leur ai expliqué comment est-ce qu'ils vont pouvoir le faire auprès de leurs clients. Là, tu l'as fait auprès de tous ou de ceux qui manifestaient un intérêt pour cette relation client? Auprès de tous, mais j'ai de la chance, c'est qu'ils manifestent tous de l'intérêt pour la relation client. Parce Non, que mais j'imagine que tu as un process d'onboarding collaborateur. J'ai un process de recrutement déjà collaborateur qui élimine, je pense, 80% des candidats avant même que ça soit commencé. Mais ça c'est un choix que j'ai fait, c'est de faire en sorte que j'ai peut-être moins de CV ou moins de personnes que je vais pouvoir recevoir, mais que ceux que je vais recevoir, à 90%, je suis sûr d'avoir tous envie de les embaucher. Très bien. Donc, la formalisation, je retiens aussi ça de ce que tu as dit, c'est pas une contrainte pour le collaborateur. A priori, ceux qui sont là, ceux qui nous ont écrit tout à l'heure, le vivent pas comme ça. C'est pas une contrainte pour le collaborateur. C'est plutôt une sécurité et plus de liberté pour eux parce qu'ils savent exactement là où ils peuvent aller, là où ils peuvent ne pas aller en étant en sécurité, finalement. Exactement, la formalisation, je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable. On est censé avoir un manuel de procédure dans un cabinet qui doit reprendre normalement comment est-ce qu'on fait le métier, mais on peut aller aujourd'hui beaucoup plus loin en mettant à disposition vraiment dans le détail comment est-ce qu'on réalise une mission. Et oui, pour rebondir sur ce que tu as dit, oui, j'ai un process d'accompagnement collaborateur où pendant une semaine, je sais exactement ce qu'on va faire avec des dossiers tests, des missions, des relations clients, etc., etc. Pas mal de choses. Et est-ce que cet hyper process ne lobotomise pas un peu? Alors non, en fait, j'ai tellement de trucs dans la tête que si c'est pas écrit et si c'est pas concrètement défini, je vais en louper une partie. Enfin, je sais pas pour Et toi. pour le collab, est-ce qu'on lobotomise pas le collaborateur avec des hyper process? Si Hugo veut témoigner, si on peut nous expliquer s'il est. Il doit être en train de baver derrière son écran. Je pense pas qu'il soit capable Il est en de parler. PLS. J'ai hâte de retourner au bureau. Du coup, non, je pense pas qu'on lobotomise. En fait, au contraire, on va permettre à quelqu'un qui aurait peut-être eu besoin de 3, 4, 5 ans d'expérience pour réaliser correctement une mission, d'être capable de le faire bien en 1 ou 2 ans. En fait, il va gagner du temps. Et après, la valeur ajoutée, c'est pas ce que comme tu disais, c'est pas de savoir que l'EDF, ça va dans le compte de classe 600, 600 ou ce que tu veux. Ça va être de savoir lire des états financiers, de savoir faire une revue analytique, de savoir dire à son client, attends, là, ta marge, elle est en train de s'écrouler. Attention, là, tu as des dettes qui arrivent. C'est ça, en fait, le vrai intérêt. Mais pour être capable de bien le faire, il faut déjà comprendre, pour moi en tout cas, il faut comprendre le fonctionnement de base. Et en fait, si on donne les clés au collaborateur du fonctionnement de base, ben, on va le faire accélérer finalement sur un parcours qui aura plus de valeur pour lui et pour le client à terme. C'est intéressant parce que souvent, quand on parle de formalisation, on peut avoir tendance à formaliser pour un peu enfermer le collaborateur dans son rôle de pointage et de contrôle des dossiers. Il faisait une checklist très très pointue de tout ce qu'il doit vérifier. Toi, c'est la formalisation pour faire monter en termes de rôle et d'accompagnement client. C'est la formation qui tire vers le haut plutôt que la formation qui est dans le contrôle, en fait. Je suis peut-être un peu feignant, mais en fait, si mon collaborateur est capable de gérer directement lui-même la relation client tout seul sans avoir besoin de ma supervision tous les mois, c'est un gain de temps pour moi, c'est un gain de temps pour le client et tout le monde est content finalement. Super, très bien. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je crois qu'on a trouvé l'expert comptable parfait. Moi, je suis en admiration. Je fais 80% de production, donc je ne pense pas. Ah, ok. Non, mais ça n'empêche pas de formaliser. Comme quoi, c'est pas un sujet. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se projeter avec ce type de cabinet. On peut faire de la production et tout ce que tu dis, ça s'applique à un cabinet qui fait de la production. On n'est pas sur un cabinet atypique et voilà. Non, je pense que je passe vraiment 60-70% de mon temps à faire de la production, de la révision, de la compta. Enfin, j'ai aucun problème là-dessus. Mais le but, c'est que dans les 3 à 5 ans, je fasse peut-être 30% de révision et que je fasse des trucs qui sont autres et qui m'amuseront plus à ce moment-là. Donc, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que la relation client, ça se prépare très tôt dans la relation, même avant d'accueillir le client. Ah oui, on a manifestation de Frédéric. C'est lui l'expert comptable parfait. On est désolé, Frédéric. Qu'est-ce que je suis maladroite aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très interactif, l'atelier. C'est un atelier, c'est fait pour ça aussi. Donc, ce qu'on a vu, c'est que ça se démarre très tôt, la relation client, en amont. On peut choisir ses clients, ce qui est une notion pas forcément évidente. On peut choisir avec qui on travaille, aussi bien en termes de secteur, mais aussi en termes de relationnel. On peut poser des règles dès le début. On peut aller assez loin même dans les règles qu'on peut fixer pour cadrer la relation.
Tu as évoqué. On peut choisir ses collaborateurs aussi. On peut aussi choisir ses Non, mais c'est vrai, moi c'est j'étais surprise parce que Ouais. Oui, moi j'ai actuellement, c'est l'impression pas un discours qu'aujourd'hui qu'on j'ai entend. pas le choix, Ouais. mais toi tu as fait ce choix de choisir. Alors, je suis dans un cas hyper particulier parce que je suis inscrit à l'Ordre de Paris, mais mon Le meilleur. cabinet principal est à Pau, dans le sud-ouest. Et donc, en fait, je recrute en allant chasser les collaborateurs que j'aime bien directement dans d'autres cabinets. C'est pas très bien et désolé pour mes confrères. Mais par contre, quand je trouve. C'est pas toi l'expert comptable parfait. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que typiquement, mes derniers recrutements, j'ai été le faire dans d'autres cabinets et c'est pas grave, c'est pas bien, mais en tout cas, je leur propose un projet qui est différent et après, c'est au cabinet de garder ses collaborateurs. C'est à Pau, on est d'accord. Hein. Tu me donneras le nom de tes collaborateurs? Certainement pas. Donc, il nous reste à voir maintenant la partie outils. Parce que comme tu le disais, Virginie, au début, si on veut être concret, il faut aussi qu'on parle outils. Parce qu'on a commencé par le reste pour bien montrer que c'est pas d'abord une question d'outils. Oui, il dit qu'il a pris les meilleurs collaborateurs. Il a pris les meilleurs collaborateurs. Il est encore vivant, Hugo. Tant qu'il ne met pas son nom de famille pour qu'on me le débauche, c'est pas grave. Hein. Si, je vais le noter tout de suite. Il est en train de faire monter sa cote, Hugo, sur le marché. Donc, on a dit l'intérêt de parler des outils à la fin, c'est pour bien montrer que c'est pas là non plus une question d'outils, c'est d'avoir une question de stratégie, de réflexion et de vision. Mais n'empêche, à la fin, si on met en place de bons outils, on se simplifie quand même la vie. On a décidé, ou plutôt tu as décidé, Geoffrey, de nous en citer 4. Est-ce qu'on va commencer avec Calendly? Ce qui est intéressant, c'est que des outils aussi qui ne sont pas forcément orientés métier, dans le sens où ce n'est pas des outils qu'on a l'habitude de citer. On n'est pas sur des éditeurs de la profession. On est sur des outils qui peuvent intéresser tout type d'entrepreneurs. Calendly, si tu veux, on peut commencer par celui-là. Oui, bien sûr. Alors, le premier truc qu'on a mis en place il y a 4 ans dans la relation client, c'est Calendly. Et en fait, Calendly, c'est quoi? C'est une plateforme de prise de rendez-vous exactement comme Doctolib. Et pourquoi ça fait gagner du temps? Parce que tout simplement, quand vous avez un client qui veut prendre rendez-vous avec vous, ça évite d'avoir 12 échanges mails avec lui. Tu es disponible à quelle date? Alors, je suis disponible là, là, là. Ah non, mais moi, non, ça ne m'arrange pas, etc. Là, en fait, vous allez le lier à votre calendrier personnel. Et en fait, c'est le client qui va choisir directement à quelle date ça intéresse. Et ce que je vous montrais, ce qu'on voit sur la vidéo, c'est qu'en fait, on peut créer plusieurs types de rendez-vous avec des durées différentes, avec des créneaux différents. Ça permet d'être vraiment exhaustif et ça permet finalement de rendre le client autonome sur quand est-ce qu'il va pouvoir prendre rendez-vous et d'éviter justement des échanges qui peuvent être un peu stériles. Pourquoi j'ai mis Calendly aussi? C'est parce qu'il y a une version qui est gratuite. Et c'est ce que je voulais dans certains outils que je vous ai présentés, c'est que tout ne soit pas forcément payant. Et Calendly, on peut le mettre en place dès le début avec une version gratuite. Et en fin de process, le rendez-vous vient se bloquer sur le calendrier aussi. Donc, on gagne ce temps-là de créneau sur Outlook. Voilà. Ça va sur le calendrier. Si vous le faites en visio, ça crée le lien en visio automatiquement. Sur les plans payants, en plus, ça va renvoyer un mail et un SMS de rappel au client plusieurs heures ou plusieurs minutes avant. Donc, ça évite les absences du client de dernière minute. Enfin, c'est un gain de temps énorme et sans faire de pub pour eux, mais ça coûte 100 € par an. Donc... Bon, c'est trop tard, tu as quand même fait la pub. Hein. Oui, mais c'est vachement bien. Non, 100 € par an, c'est pas grand-chose pour gagner des heures et des heures. Si après on multiplie par les heures de collab d'experts comptables gagnés pour gérer ça. Et là, ça veut dire que j'ai vu un petit peu... il y avait par exemple création d'entreprise, etc. Il y a une tarification derrière quand on clique? Alors, on peut le faire. Alors, moi, j'ai choisi de le faire que sur un seul événement. Tu as examen conformité fiscale, là, par exemple. Alors là, c'est des rendez-vous de présentation. Typiquement, en fait, j'ai un client qui a envie d'un examen de conformité fiscale, il ne sait pas ce que c'est. Et il va prendre un créneau de 15 minutes où je vais lui expliquer ce que c'est. J'ai un client qui a envie de lancer une création d'entreprise. Typiquement, c'est des rendez-vous que je fais payer parce que je ne suis pas forcément sûr d'avoir la création d'entreprise avec toutes les legal tech qui existent derrière. Donc ça, effectivement, je vais pouvoir le lier à un système de paiement CB pour être sûr que le client vienne, ne me plante pas et en plus qu'il me paye à tous les coups. On a Muriel là qui confirme que la version gratuite permet déjà de faire pas mal de choses et elle travaille avec. A priori, elle en est déjà satisfaite. Il y a une pratique aussi avec Calendly qui est de mettre dans sa signature, dans les petits conseils pratiques, qui est de mettre dans sa signature prendre un rendez-vous avec moi. Ce qui fait que quand on a des échanges, au bout d'un moment, les clients prennent l'habitude, ils appuient dessus et ils arrivent directement sur la page. Exactement. On l'a, nous, dans la signature mail. On va l'avoir aussi sur le site du cabinet. C'est-à-dire qu'on va retrouver mon Calendly et puis on va retrouver aussi le Calendly d'Hugo et d'Anthony pour ne pas les citer. Parce que si jamais je ne suis pas disponible à une date qui me va bien, j'ai 2 personnes qui peuvent largement me remplacer, qui le font parfaitement bien. Il n'y a pas de petit gain de temps. On l'a dit la dernière fois avec Fabien, mais 5 minutes gagnées par jour, je crois qu'on arrivait à 3 jours de temps de travail gagné sur un an. Donc, ce n'est pas anodin. Hein. Quand on cherche des jours en période fiscale, il y a
peut-être aussi des gains de productivité à faire de ce côté. Puis en plus, les échanges de mails pour bloquer des rendez-vous, c'est pas des échanges de mails marrants, hein. Ça n'a aucune valeur ajoutée pour le client. Autre outil, Notion. Alors là, on est sur un gros morceau parce que c'est un outil qui peut à peu près tout faire si on s'en sert bien. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors, Notion, et je suis désolé pour les spécialistes qui vont peut-être écouter, mais en fait, c'est un outil qu'on appelle de base de données relationnelles. L'idée, en fait, c'est que c'est un outil, c'est une page blanche sur laquelle on va pouvoir mettre absolument tout ce qu'on veut dedans. Et ça va pouvoir permettre de mettre des blocs de texte, de mettre des tableaux de suivi, de mettre des processus justement typiquement d'onboarding. Là, c'est ce qu'on voit. Par exemple, j'ai toutes mes étapes et quand c'est vert, c'est bon. Quand c'est pas vert, c'est pas bon. Et ça me permet de savoir d'un coup d'œil quel client je dois traiter. En fait, Notion, c'est un outil qui peut paraître un peu compliqué d'un premier abord, mais en fait, quand on commence juste par une fonctionnalité, c'est ultra simple à utiliser. Mais ça demande effectivement de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. On ne peut pas juste prendre le truc et puis ne pas l'utiliser. Parce qu'au départ, quand on l'ouvre, c'est une page blanche en fait. Donc il y a un peu de temps pour savoir ce qu'on va en faire, comme tu le dis, et prendre le temps de paramétrer exactement en fonction de ses besoins. Et en fait, pourquoi j'ai cité cet outil, c'est que pareil, en fait, quand on le crée, c'est gratuit. On peut avoir un Notion, et tant qu'on le garde pour soi-même, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. Donc ça, c'est top. Et c'est qu'en fait, surtout, moi, j'ai décidé de formaliser mon manuel de procédure cabinet dans Notion. C'est-à-dire qu'en fait, mon manuel de procédure est interactif. Et on va tout retrouver, que ce soit les normes, la vision, les outils, les processus de travail, les processus clients, la base client, qui est-ce qu'on contacte, comment est-ce qu'on le contacte, quelles sont les bonnes pratiques dans le cabinet en termes de tenue vestimentaire, ça, je suis un spécialiste, en termes de prise de congés payés, ce genre de choses. Bref, j'ai mis toute la vie du cabinet pour qu'en fait tout le monde y ait accès en permanence et sache exactement comment ça se passe en fait chez nous. Il y a aussi autre chose, là, je suis un fan absolu de Notion, donc je me permets. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui est en un clic, on peut publier quelque chose et le partager avec le public. C'est-à-dire que si je fais une page pour expliquer un petit peu ce que je fais, par exemple, je la fais en interne et quand elle est prête, j'appuie sur un bouton et j'ai un lien qui est partageable et qui est accessible à tout le monde. Ouais, exactement. En fait, tu crées un site web parce que c'est un site web, mais en hyper simplifié. J'ai à la fois quelque chose qui peut servir en interne pour mes collaborateurs et pour mes clients ponctuellement. Enfin, j'ai pas besoin de créer tout un site internet. Je peux faire une page pour un produit ou quoi que ce soit. Donc, outils collaboratifs, les process. Est-ce qu'il y a d'autres usages pour lesquels tu le fais? Tu utilises Notion? Suivi de process, suivi d'onboarding client, suivi d'onboarding collaborateur, toutes les bonnes pratiques. Je réécris aussi la stratégie du cabinet dessus pour qu'on soit tous à la page et savoir où est-ce que moi j'ai envie d'emmener le cabinet et du coup, comment est-ce que je vois. Et j'intègre énormément de vidéos dedans aujourd'hui. Okay. En fait, je me filme souvent en train de faire des trucs sur mon écran pour montrer comment en fait on réalise une mission. Parce qu'en fait, plutôt que de détailler en écrivant exactement, alors je clique à gauche, je clique à droite, je clique droit, machin. Mais en fait, je filme mon écran, comme ça, créer une procédure, ça va me prendre le temps de faire la procédure. Et en fait, on a juste à en parler pendant qu'on le fait. Donc, on passe un peu pour quelqu'un de très bizarre parce qu'on parle à voix haute en disant comment est-ce qu'on fait une déclaration de TVA, par exemple. Mais ça prend littéralement aucun temps d'écrire ces process comme ça. Donc là, on est au cœur de la formalisation qu'on a évoquée plus tôt dans l'atelier. Concrètement, ça prend cette allure-là. Combien tu as mis de temps pour le paramétrer, Notion? Ça dépend ce que tu veux en faire. Plusieurs jours à la base. Oui, je vois. Et là, c'est toi, en fait. Là, c'est clairement moi qui l'ai fait, mais pourquoi? Parce que ça m'a permis d'amener de la clarité. Oui. Mais par exemple, enfin de la clarté, pardon. Mais en tout cas, par exemple, juste pour créer mon processus d'onboarding client, une fois que j'ai su ce que je voulais faire, ça m'a pris 2 heures. C'est pas 2 heures, c'est pas horrible. Ça va, ça se trouve. L'énorme avantage aussi, c'est qu'on n'a pas des fichiers disséminés partout. On a une base unique, on met à jour tout de suite et tout le monde se réfère toujours à la dernière version. Exactement. Ok, très bien. Donc Notion, effectivement, un outil capital pour gérer le cabinet avec un peu de paramétrage. Calendly, c'est plus du prêt à utiliser. Ouais, Calendly, c'est facile. Voilà. Notion, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, tu vas nous emmener sur le dernier, enfin l'avant-dernier plutôt, Pipedrive. Ouais. Alors là, c'est si vous êtes feignant, ça nécessite en fait un peu de paramétrage aussi, mais ça va être une alternative pour gérer notamment tous ces prospects clients. C'est Pipedrive. En fait, Pipedrive, c'est quoi? Un pipe, c'est un tunnel. Et en fait, ça va permettre d'expliquer où est-ce qu'on en est dans le parcours du prospect. À quel stade on va en être? Est-ce qu'on a pris contact avec lui? Est-ce qu'on l'a relancé? Est-ce qu'on lui a envoyé un devis? Est-ce qu'on lui a envoyé une lettre de mission? Est-ce qu'on doit le relancer parce que son devis a plus de 30 jours? Ce genre de choses. Et ben,
En fait, nous, ça arrivait à un moment. Pourquoi on a mis Pipedrive et ensuite on a repris Notion? C'est parce que on s'est retrouvé avec plusieurs prospects en même temps à gérer. Et en fait, j'ai oublié d'envoyer des propositions commerciales à certains clients, enfin surtout à un gros client, ce qui m'a fait très très mal au cœur. Mais en gros, comme c'était pas formalisé, bah, j'ai oublié, j'étais en train de faire autre chose. Et je suis passé, je pense, une fois, c'est certain, à côté d'une grosse mission, enfin, qui était grosse pour moi en termes d'honoraires. Mais je pense que plusieurs fois, j'ai oublié de relancer des clients et j'ai passé à la trappe certains échanges avec eux et je me suis peut-être privé de chiffre d'affaires en plus. Le fait de le formaliser, ça va être ça. Ça va être de gagner du temps. Là, qui l'utilise là au sein du enfin maintenant tu l'utilises plus, mais qui met à jour ses statuts là aussi de façon pratique? C'est toi à chaque fois Alors, de ou comment façon ça va? pratique, généralement, c'est moi qui fais les rendez-vous prospects encore Ok. aujourd'hui. Parce que même si je peux les déléguer de temps en temps, je trouve que ayant une vue globale et stratégique de tous les clients du cabinet, je peux apporter de la valeur en 10 minutes à un client lors du premier rendez-vous et donc lui donner envie de travailler avec nous immédiatement. Ok, d'accord. Très bien. On peut passer au dernier. Oui. Alors, le dernier, Excuse-moi, il y a un commentaire sur le calendrier. Il y a Calendly et quelqu'un, donc Yasmine cite Tidycal, 29 $ à vie, je crois. Donc ça peut faire un deuxième nom aussi pour ceux qui, je sais pas si tu ouais, le connais. Ouais. j'en ai entendu parler. Il paraît que c'est très bien aussi, mais c'est juste qu'en fait, j'ai tellement intégré Calendly dans Ouais. tout que j'ai pas eu envie de changer. ressortir. Mais Tidycal, oui, j'ai entendu. Il paraît que c'est très bien. Ok, merci. Le quatrième Alors, outil. Venaki, c'est un peu notre chéri puisque c'est un de nos bébés, puisque vous savez qu'à Paris, il y a un accélérateur qui s'appelle Inest. Et donc, Venaki est la promo 4, la dernière promo, qui permet donc de booster la relation client et collaborateur. Venaki, ouais, c'est un peu mes chouchous parce que j'ai été leur mentor pendant plusieurs mois. Donc, Romain et Florian, en fait, ont développé une plateforme qui est parfaite pour savoir ce que pense le client et ce que pense réellement le client. Pourquoi? Parce que demain, vous demandez à un client de mettre des étoiles sur Google. S'il vous aime bien, il vous mettra 100% d'étoiles. Il ne va pas vous dire exactement ce qu'il C'est pense. bien, on est content. On est content, mais ça ne permet pas d'améliorer la relation client. Venaki, en fait, ça va faire quoi? Ça va envoyer un questionnaire au client avec des étoiles aussi sur certains points spécifiques. Qu'est-ce que vous pensez de l'outil de production? Qu'est-ce que vous pensez de nos échanges? Qu'est-ce que vous pensez de la tarification? En fait, on va pouvoir le mettre à jour exactement comme on veut. Et on va savoir point par point qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On va avoir un tableau de bord de suivi et ça va nous permettre, sur certains points, peut-être de corriger la situation avant qu'il soit trop tard. Donc ça, c'est top. Mais ça booste aussi la relation collaborateur parce qu'en fait, on va pouvoir faire la même chose avec les collaborateurs. On va pouvoir leur demander sur tes dossiers, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas et qu'est-ce qu'on pourrait changer. L'idée aussi, c'est qu'au-delà d'améliorer la relation client, ça va aussi parfois nous permettre d'identifier des missions qu'on peut leur vendre, des missions complémentaires qu'on peut leur vendre. Et en fait, finalement, Venaki va nous permettre d'augmenter le chiffre d'affaires du cabinet en proposant des missions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé parce qu'en fait, le client va en faire indirectement la demande au travers des choses qu'on ne lui propose pas encore aujourd'hui. Comment concrètement? Parce qu'il y a une question là-dedans qui lui demande s'il a besoin de quelque chose. Comment ça se formalise cette expression de besoin là, que tu évoques? Parce qu'on est sur un questionnaire de satisfaction. Comment tu arrives à une idée de mission? Alors, typiquement, par exemple, j'ai une question qui va être, si je dis pas de bêtises, c'est comment est-ce que vous trouvez les échanges avec le cabinet, etc. Si par exemple, j'ai des échanges qui sont pas assez forts avec le cabinet, je vais pouvoir lui proposer une mission complémentaire d'accompagnement. Je vais pouvoir lui dire, écoute, si tu veux, on peut se parler tous les mois, ça coûte tant. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont on vous donne nos données? Non. Et typiquement, je vais pouvoir lui mettre ce qu'on appelle un tableau de bord ou un dashboard ou un Power BI ou ce qu'on veut. Mais typiquement, en fait, en fonction des questions, très vite, tu vas distinguer qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter de plus à ton client que tu ne lui offres pas aujourd'hui. C'est intéressant parce que donc, ce que tu veux lui apporter en plus dans la relation. Là, on n'est pas est-ce qu'il a besoin de fiscal, de social. On ne part pas du technique. On démarre la proposition de mission avec est-ce que la relation te satisfait ou te satisfait pas? Je pense que partir du technique quand on est cabinet d'expertise comptable, ça serait un peu dommage parce que le technique, normalement, c'est le truc qui est censé être fait, tout le Ouais. temps fait, et on va pas faire une belle déclaration de TVA ou une moche déclaration de TVA. Enfin, si on sait faire une déclaration de TVA, on sait faire une déclaration de TVA. La valeur ajoutée client, elle n'est pas là. La valeur ajoutée client, elle est dans la relation et dans l'information qu'on va pouvoir lui donner, dans les conseils qu'on va pouvoir lui apporter et puis dans les outils qu'on va lui apporter pour piloter son entreprise. Et la fréquence à laquelle tu fais ce type d'enquête auprès de tes clients? Alors, c'est toi qui vas le décider. Ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel, semestriel, annuel. À toi de voir, hein. Il n'y a pas de fréquence. Je crois que de base, c'est paramétré pour faire du trimestriel et ça suffit largement. Parfait. Donc voilà, 4 propositions d'outils. Encore une fois, c'est pas du tout une démarche commerciale, c'est juste de vous donner des éléments concrets si vous voulez mettre en place tout ça au sein de votre cabinet.
y a différentes solutions qui vous sont proposées avec des alternatives. Il y en a d'autres sur le marché. Vas-y, oui, on n'a aucune action dans voilà, toutes ces entreprises. On vous les propose à titre d'exemple. Hein. Si vous en avez d'autres, merci de les échanger. C'est simplement un partage d'expérience sur des outils qui, a priori, seraient bien adaptés à la relation expert comptable client. Et à la gestion en fait, du cabinet d'expertise comptable pour gagner du temps sur des tâches chronophages et en fait se libérer de la terrible charge mentale qu'on peut avoir. J'ai une question sur ces outils. Quelle est la perception des clients et des collaborateurs? Quel est l'impact sur l'image de ton cabinet et sur la relation, justement, le fait d'utiliser tout ça? Alors, je ne suis pas sûr que je sois la bonne personne, mais alors, pour Calendly, si, tout le monde adore. Parce qu'en fait, tu enlèves ce qu'on appelle la friction. Ton client, il va prendre rendez-vous tout de suite avec toi. Il n'a pas besoin de t'embêter, il n'a pas besoin de t'écrire, donc il est content. Tu gagnes du temps. Pipedrive, c'est vraiment plus pour l'expert comptable parce que tu te soulages dans ta tête. Notion, je pense, mais alors il faudrait plutôt demander à Hugo qui nous écoute ce qu'il en pense. Merci Hugo de répondre immédiatement. Mais Notion, je trouve que c'est pas mal parce que ça Excellent. Et voilà, voilà, excellent. À mon avis, là, c'était un peu trop rapide et trop spontané pour être. Je pense qu'il faut faire un petit peu de coaching avec ChatGPT, tu connais, c'est lui directement. Non, et Venaki, alors moi, le ressenti que j'en ai eu, c'est que ça m'a permis immédiatement, en fait, avec un client avec qui je pensais que ça se passait super bien. Et en fait, très vite, ça m'a permis de voir tout de suite qu'il y a des trucs sur lesquels il n'était pas satisfait et de pouvoir les corriger du jour au lendemain, alors que franchement, je n'avais pas du tout identifié qu'il y avait un problème avec lui. Donc, la relation, je pense qu'il s'en fiche à proprement parler de l'outil, mais moi, par contre, c'est utile pour moi. Parce que je me dis, ça doit faire une différence quand même avec d'autres cabinets dans lesquels il travaille, d'arriver, de se voir sur Calendly, sur Venaki, etc. Ça doit jouer, puisque le sujet, c'est la relation client. Ne serait-ce qu'en termes d'apparence, ça doit beaucoup jouer, je suppose. J'espère qu'ils ne sont pas dans d'autres cabinets que le mien. Non, mais, non. Okay. Alors, j'avais envie de faire un petit scoop là. On a fait la dernière saison la nouvelle saison d'Inest, et on a aussi un outil là qu'on est en train d'accélérer et on aura besoin d'un mentor et peut-être qu'on va te le proposer. C'est GetBob qui va arriver là, et c'est un outil pour packager son offre et la monétiser. Donc, on n'est pas dans la satisfaction client, on est dans l'aide à la relation client pour packager son offre et la monétiser en partant des besoins du client. Donc, on va tous le suivre, ce nouveau bébé Inest, il s'appelle GetBoy. T'es partant? Je suis toujours partant pour les startups Inest. Oui, parce que vous savez que le programme Inest, je fais notre mini pub, ce sont des bêta-testeurs et ce sont des mentors qui sont tous les mois, toutes les 2 semaines comme ça, aux côtés des startups pour les aider à se positionner sur notre marché. Hein. L'objectif d'Inest, c'est d'accélérer des outils qui sont utiles demain dans nos cabinets. C'est ça l'objectif d'Inest. Oui, et le rôle du mentor, en fait, ça va être d'expliquer à l'entreprise mentorée, finalement, quels sont les vrais besoins du marché et comment nous, quotidiennement, dans nos cabinets, on pourrait appliquer leurs solutions. Les besoins des experts comptables au service des TPE-PME. Hugo nous dit qu'il s'était répété l'entretien avec toi, les réponses et tout ça. C'est pas le moment des augmentations en ce moment-là? Quelle augmentation? Très bien. Écoutez, en termes de timing, il nous reste 4 minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de nous dire, ou Geoffrey ou Virginie, ou les deux, mais si là, vous aviez un conseil opérationnel pour le cabinet qui nous suit, qui se dit, OK, je vais me remettre à plat ma relation client et m'y lancer, par quoi est-ce que je commence? Parce qu'on a dit beaucoup de choses. Là, par quoi est-ce que je commence demain? 2 choses. Mettre en place Calendly. C'est rapide, ça fait gagner du temps, ou Calendly ou Tidycal, n'importe quel, mais immédiatement. Ah, okay. Ça, on commence par ça. Okay. C'est un gain de temps immédiat. En fait, c'est ce qu'on appelle une petite victoire immédiate. Ouais. On gagne du temps tout de suite et c'est formidable. Et le deuxième, en fait, ça va être de prendre une feuille de papier, de réfléchir comment j'accueille mon client et quelles sont les étapes que je pourrais déléguer à d'autres personnes. Ok. C'est très clair. Virginie, tu as un conseil? Alors, moi, jamais j'aurais répondu ça. Mais jamais. Non, parce qu'en fait, excuse-moi, mais je trouve que tu as sauté les étapes. On commence pas par acheter un outil. On commence déjà à se transformer, à transformer l'ADN. Moi, dans mon cabinet, si j'achète Calendly, il va rien se passer.
parce que je l'ai pas pour le moment encore, cette culture du rendez-vous client, de cette relation en dehors de notre champ de jeu traditionnel de la compta, etc. Donc, on transforme l'expert comptable. Tu vois, il faut que l'expert comptable devienne chef d'entreprise. Tu peux pas prendre Calendly si l'expert comptable, ça reste un technicien. Alors peut-être je me trompe. Non, mais on fait le débat. Non, moi, j'adore avoir tort. Hein. Alors, en 3 minutes, mais est-ce que on peut pas faire les deux en même temps, c'est-à-dire mettre en place une action qui est court terme qu'on peut faire puisque c'est gratuit, c'est opérationnel et on gagne tout de suite, on commence tout de suite à gagner du temps et dans le même temps démarrer une transformation plus profonde dans l'approche. Peut-être, hein, peut-être. Ça se tente. Après, je pense pas être meilleur expert comptable que les autres. Je pense que j'ai vraiment un cabinet très traditionnel dans ces missions. Mais je trouve en fait le fait de mettre Calendly, ça nous a justement forcé à changer et avoir des rendez-vous plus réguliers avec le cabinet. Et en fait, Ça fait partie de l'outil. Mais je suis d'accord, en fait, comme c'est un outil qui est gratuit, qui est facile à mettre en place, en fait, on n'a pas de perte de temps. l'ADN du collaborateur. Quand tu nous dis que ton process de recrutement ne vise que 20% des candidats, tu vois, tu as l'ADN du collaborateur aussi. Commencer par l'outil quand les collaborateurs ne sont pas prêts, ça me semble un peu violent ou prématuré. Alors, tu peux commencer Calendly juste pour l'expert comptable. Oui. Et en fait, déjà, tu te décharges, toi, expert comptable, de temps. Et après, effectivement, quand ton collaborateur est prêt, tu peux amener dans un deuxième étape. Mais j'aime bien partir toujours, en fait, de le tester sur l'expert comptable, qui fasse un peu, qui prenne les pots cassés pour le cabinet, qui mette en place les bonnes pratiques. Et une fois que c'est mis en place, là, il peut aller expliquer à son collaborateur pourquoi est-ce qu'il a intérêt à le faire. Oh, on est d'accord. Non, mais chef d'entreprise, il faut toujours donner l'exemple, bien évidemment. Parfait, écoutez, on arrive au terme. Je vais faire le rappel des prochaines échéances. J'espère simplement que cet atelier vous a permis d'avoir des conseils pratiques, encore une fois, puisque c'est le but, dans toutes les étapes de la relation client, le choix des clients, la façon dont on les accueille, les règles qu'on peut fixer, la façon dont on peut accompagner ses collaborateurs, formaliser, et enfin des propositions d'outils. On essaie d'être dans le format imparti, d'être le plus complet possible. Juste avant de clôturer, donc, voilà, le rappel des prochaines échéances au sein de l'Ordre de Paris. Vous avez la liste des rendez-vous sur les prochains jours et sur le mois de février. Je vous laisse quelques minutes. Demain matin, 9h, le guichet unique, tout savoir en 2024, comment se servir concrètement parlant du guichet unique, que je co-anime avec Éric Labonne, qui est un des spécialistes du guichet unique depuis le début et qui discute sur toutes les améliorations pratiques du guichet unique avec les ministères. Après demain matin, il y a un webinaire spécial lutte contre l'exercice illégal où le thème est ne devenez pas couvreur d'exercice illégal malgré vous. Parce que parfois, on peut se retrouver associé avec un non-membre de l'ordre et se trouver dans ce cas de figure-là. C'est un petit format de 30 minutes, 15 minutes théorie, 15 minutes réponse aux questions. Après, vous avez aussi un webinaire durabilité, des ateliers pour les jeunes experts comptables et une grande manifestation le 29 février sur la prévention des entreprises en difficulté. On a en 2023 dépassé les statistiques de défaillance d'entreprise par rapport à 2019, qui est quand même l'année de référence. On le sait tous, 20, 21, 22, l'économie était surdopée avec des PGE, des fonds de solidarité, etc. Donc, on est tous en 29 février dans nos rendez-vous clients ou à la veille des rendez-vous clients. Quand on a la casquette expert comptable, on a une obligation de conseil. Donc, quels sont les repères, les critères, les signaux qui vont nous faire penser que l'entreprise est vraiment en difficulté? Et casquette commissaire aux comptes, on le sait tous, procédure d'alerte. Donc, une grande manifestation au tribunal de commerce de Paris. Évidemment, tout ça, c'est gratuit. On n'a rien à vendre. La salle du tribunal de commerce, elle est tip-top. Si vous n'êtes jamais venu au tribunal de commerce, venez au moins pour voir la salle. Mais la problématique est passionnante et pourrait protéger votre pratique professionnelle. La même chose pour le mois de mars.
Alors, le mois de mars, on continue. Vous savez qu'on est très prolixe à Paris. Donc, un webinaire de la commission innovation, le parcours DAF, les ateliers pour l'innovation, le stage, encore un webinaire contre la lutte de l'exercice illégal, une demi-heure, 15 minutes de théorie, 15 minutes, on répond aux questions. Les accréditations COFRAC pour les cabinets, là, on est dans le CSE et la durabilité. Un business game post-bac, je ne vais pas tout vous expliquer. Bref, on est toujours en ébullition ici et on passe notre vie à essayer de faire briller notre profession que nous adorons. Merci à tous de votre attention. Merci pour ces échanges. Merci Julien, merci Geoffroy. Merci beaucoup. Alors à bientôt et à demain matin pour les leftos. À bientôt. Merci. Au revoir.